Donc, je vais commencer par présenter les intervenantes. Tout d'abord, donc moi c'est Cordélia, je suis vidéaste sur internet, sur YouTube précisément, et autrice. Et à mes côtés, nous trouvons Hélène Breda, qui est maîtresse de conférences en sciences de la communication. Et Marie, qui est vidéaste et qui écrit également. Et est en retard Anne-Fleur Milton, qui est autrice jeunesse et qui nous rejoindra le plus discrètement possible dès qu'elle arrivera. Donc, nous allons commencer avec une première question que je vais poser à mes intervenantes. Pourquoi, selon vous, c'est important de proposer des héros et des héroïnes LGBT+, à la jeunesse, et ce, donc, dès la petite enfance? Écoute, Oui, je lance. D'accord, très bien. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que les identités LGBT+ font entièrement partie de la société. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Sauf que elles vont être dans tout ce qui est culture fictionnelle, médiatique, visuelle, etc., un petit peu occultée, en tout cas invisibilisée par rapport à une identité cis, hétéro, qui est dominante, qui est ce qu'on appelle hégémonique. Donc, ça induit plusieurs choses, et notamment des questions d'identification, je ne vais pas prononcer le mot hier, mais il est important, des questions d'identification pour les personnes concernées, qui sont confrontées à des médias, à de la fiction, etc. Et ça interroge ce qu'on appelle en philosophie et en sociologie un besoin de reconnaissance, le besoin que ces identités soient reconnues, soient considérées comme valables, valides et légitimes à part entière dans la société. Donc de manière très générale, le besoin de représentation pour ces identités, comme pour d'autres identités culturelles, pour les personnes racisées, pour les personnes handicapées, etc., c'est quelque chose qui est important et pour lequel, je pense, il faut se battre. Alors pourquoi maintenant dès la petite enfance? Parce que les enfants, dès leur naissance et dès leurs premiers mois, leurs premières années de vie, sont confrontés à des représentations, des modèles, notamment de genre, de rôles sociaux de genre, et concernant des identités LGBT, justement. Ils sont confrontés à un modèle hégémonique d'hétérosexualité, notamment dans la fiction, dans les dessins animés, on connaît tous les princes, les princesses Disney, etc. Et puis dans les contes de manière générale et d'autres types de fiction, qui sont ce qu'on appelle en sociologie des agents périphériques de socialisation, c'est-à-dire c'est une expression un petit peu compliquée pour dire que ça fait partie de la façon dont ils vont être socialisés en tant que petits garçons ou que petites filles. Et donc, s'ils sont confrontés uniquement à des modèles hégémoniques d'hétérosexualité, ils vont grandir sans savoir que d'autres possibilités existent, que ce soit au niveau de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transidentité, etc. Donc, c'est important que dès le plus jeune âge, ils puissent être confrontés à ces modèles pour savoir tout simplement que ça existe, peut-être plus tard s'y identifier, parce que il y a un certain nombre de personnes qui vont grandir en n'ayant que des modèles hétéros et ne pas se sentir en adéquation avec, donc ça pose évidemment des problèmes. Ou alors tout simplement pour savoir que ça existe et respecter les personnes concernées, même si eux et elles ne le sont pas, que ce soit parce qu'il y a un copain ou une copine qui est dans une famille homoparentale, parce que il y a des homosexuels, des personnes trans, etc. autour d'eux. Donc ça joue vraiment un rôle dans le processus de naturalisation, de légitimation des identités LGBT+, dans la société. Et évidemment, plus on s'y prend tôt, et mieux on peut espérer faire évoluer les mentalités sur le long terme. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que le mot que tu cherchais, c'était normaliser. Oui, normaliser, ouais. Ouais, exactement. Il faut normaliser dès le plus tôt possible, en fait, ces identités pour éviter par la suite de stigmatiser et également proposer des modèles variés. Je pense que là, on est toutes assez d'accord là-dessus. Oui. Et du coup, là je fais appel un petit peu à vos parcours personnels. Est-ce que vous vous souvenez, étant enfant, d'avoir lu justement un livre, un album qui présentait un garçon qui était amoureux d'un garçon, une fille qui était amoureuse d'une autre fille,
ou éventuellement, s'il n'y a pas eu étant enfant, est-ce qu'il y avait quelque chose quand vous étiez adolescente? Voilà, Marie. On en a parlé hier, donc je l'ai ramené aujourd'hui, le livre qu'on a toutes cité hier. Ah, bonsoir, je l'ai pas lu. Bonsoir. Excusez-moi. Donc Anne-Fleur, autrice jeunesse. Enchantée, et désolée pour le retard, c'est pas un truc que j'habitue dans la liste. Donc on était sur, du coup... Oui, ouais. voilà, le livre qu'on a toutes cité hier, c'était Oh Boy de Marie-Aude Muraille. On s'est toutes rendu compte que c'était le seul, en fait, qu'on avait l'un vu. des seuls auxquels on avait eu accès. Ensuite, moi j'avais dit qu'en termes d'albums et de livres, il n'y avait pas grand-chose, et que un des premiers souvenirs que j'ai eu, c'était la série Glee, dans les années, je sais pas, 2010, quelque chose comme ça, je pense. Oui, Un peu avant, 2010, que ça On tournait devait être au autour de lycée, ça. je pense. Voilà. Pas vous, parce que Et, les personnes plus vieilles. pour moi, en tout cas, c'était ça, et donc c'était... ça, j'ai dû le lire quand je devais avoir 12-13 ans, et Glee, je devais avoir 15 ans. Ouais. Donc c'était assez tard quand même. Hein. Moi, j'avais lu aussi, du coup, Oh Boy étant au collège. Et en fait, ce n'est qu'en le relisant que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un personnage homosexuel dedans. Enfin, genre, ça avait été complètement éludé parce que c'est pas l'histoire principale. Enfin, c'est pas forcément très, très mis en avant. C'est en fait l'histoire d'enfants qui sont orphelins et qui vont être adoptés, en fait, par leur oncle qui se trouve être homosexuel. Et du coup, ça cause tout un tas de problèmes au niveau de l'adoption, parce qu'en gros, le juge ne veut pas les confier à cet oncle-là. Et en fait, il se trouve qu'il y a ce qui m'avait marqué le plus, c'est qu'il y a un des enfants en fait qui a une maladie, et le gros de l'intrigue du livre est autour de ça, ce qui fait que je n'avais même pas vu en fait qu'il y avait un homosexuel à l'intérieur. Quoi. Après, c'est pas mis en avant, c'est pas dissimulé non plus. Non, c'est pas dissimulé. Je l'ai non. reparcouru hier, c'est quand même assez... Non, c'est assez bien. Ouais. Du coup, la Anne-Fleur, question c'était quel enfant et alors, ouais. ouais, moi justement, il y en avait pas de livre que j'ai trouvé. J'ai découvert Oh Boy bien plus tard, mais par contre, moi j'ai plongé dans la fiction LGBT par les fanfictions. J'appartiens à la génération Harry Potter, et donc du coup j'étais tout le temps fourrée sur des forums, comme certainement pas mal d'entre vous. Et c'était l'époque du drarisme. Et c'était un peu... moi, j'ai découvert en fait très très tard que c'était possible d'être lesbienne. Par contre, il y avait toute cette culture forum autour des couples homosexuels et gays. Après, un peu plus tard, j'ai découvert le yaoi dans la même veine. Pour moi, c'était ça, j'aime bien ta question. Ouais. Donc pour moi, c'était ça les premiers rapports que j'ai eus avec la littérature adolescente pour la jeunesse. C'était en fait des choses écrites par nous, principalement. Ouais. Hélène. Oui, alors Oh Boy aussi, au niveau de la fiction, effectivement, j'arrive pas à resituer, mais peut-être autour de 14-15 ans, donc pareil, à l'adolescence, c'est vraiment de mémoire la première œuvre avec un personnage LGBT. Alors j'ai eu une petite réminiscence hier, mais c'est quelque chose d'assez furtif et de pas spécialement valorisant. J'ai eu un souvenir qui est remonté d'une BD qui était dans le CDI de mon collège, centré sur un personnage hétéro, une fille qui s'appelait Jo et qui était atteinte du sida. Je pense qu'on va reparler de la question du sida par rapport aux représentations. Elle est atteinte du sida, et donc c'est une BD sur le sida. Et à un moment donné, on retrace, je ne me rappelle plus les détails, comment elle a pu être contaminée, parce qu'elle a eu une fois un coup d'un soir avec un type qu'on retrouve et qui dit « je suis bisexuel », donc lui-même l'avait attrapé parce qu'il avait couché avec un homme et ensuite il avait couché avec une femme, et c'est comme ça que cette femme hétéro se trouvait atteinte du sida. Donc effectivement c'est une œuvre, une fiction qui prononce le mot bisexualité, mais quand on se rend compte de pourquoi c'est employé et des conséquences que ça implique, c'était un petit peu gênant. Donc je comprends que j'ai préféré refouler ce souvenir-là. Donc Oh Boy, clairement première fiction, et après effectivement, comme l'a souligné très justement Anne-Fleur, les fanfictions, mais moi j'étais déjà plus ado, c'était je pense au-delà de mes 19-20 ans. Donc, moi, ado lycée, j'ai repensé aussi, comme tu nous as posé la question hier soir, du coup je me suis vraiment reposé la question. Et il y avait, qui venait de sortir en bande dessinée, Le bleu est une couleur chaude, qui était du coup la première bande dessinée, en fait, la première œuvre de fiction que j'ai lue
où était représentée une relation de lesbienne, quoi. Et la BD est moins pire que le film, quoi. Mais bon, elle n'est pas, elle non plus, exempte d'un certain nombre de stéréotypes, quoi. Néanmoins, ça aussi, ça a participé du panel qui était à notre disposition, en tout cas au mien, l'œuvre jeunesse. Ouais. Moi personnellement, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup, je relate beaucoup ton expérience de fanfiction, yaoi, etc. Ça a été, j'ai baigné là-dedans en fait pendant très très longtemps avant de découvrir même que j'étais bisexuelle et ça a fait partie vraiment de la construction de mes représentations qui ensuite il a fallu tout déconstruire derrière parce que c'était pas oufissime clairement. Non, il y a aussi Donc voilà, ça cause après un certain nombre de problèmes, mais c'était la seule chose qui était un peu accessible, entre guillemets, dans un magasin ou dans un CDI. T'avais toujours 2-3 yaoi qui se battaient en duel dans un coin. Et c'était vraiment le seul truc qui présentait... On n'est pas allé au même lycée, hein, parce que... Ah bah il y en avait 2-3 qui se battaient en duel. Dans mon truc, moi c'était que Internet. Avec des pages arrachées, tu sais. Ah, ok. C'était sympa. Du coup... qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous aussi vous avez l'impression quand même que ces dernières années il y a justement un effort au niveau de la représentation, comment vous l'avez perçu, on voit quand même plus de fiction pour la jeunesse avec justement des personnages lesbiens, gays, bi et même un peu trans, pas beaucoup mais il y en a. Du coup voilà que... Est-ce que vous êtes plongé un peu là-dedans? Est-ce que... il me semble que... je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Il me semble que ça dépend déjà d'à quelle jeunesse on s'adresse. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, parce que la littérature de jeunesse, c'est un gros melting pot dans lequel on a à la fois de l'album, du roman jeunesse première lecture, du roman jeunesse pour les 8, 12, 13, et ensuite du young adult. Et en fonction des différents publics qui sont visés par les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, et au-delà de ça, éditeurs, éditrices, il y a des choses qu'on peut ou pas se permettre. Il me semble qu'en termes d'album, il y a un vrai effort qui est fait. On avait avec nous hier une bibliothécaire qui s'occupe du site, du blog Filles d'album et qui nous a montré un panel très très large d'albums où il y avait comme un certain nombre de choses qui étaient faites du point de vue des familles homoparentales, etc. Souvent en plus il y a ce recours qui est possible aux animaux, donc on peut expliquer, et ça passe mieux auprès de l'édition un peu conservatrice en France, de présenter des familles homoparentales sous forme d'animaux, quoi. D'autres types de familles d'ailleurs. Donc ça n'existe pas du tout évidemment quand on s'adresse aux ados un peu plus grands. Et pareil pour la littérature young adulte, il y a une grande tendance dans les pays anglophones ou dans les autres aires de la francophonie, je pense par exemple à la littérature québécoise, autour des questions LGBT. Je dis bien tendance parce qu'on en a un peu parlé hier. Il y a eu l'année dernière une espèce de vague de bouquins sortis autour, qui étaient des traductions autour de la question de la transidentité. Tous les éditeurs ont sorti leurs bouquins un peu. Et pareil, autour des questions un petit peu féministes, c'était un peu la même période, il y a eu les bouquins de Pénélope Bagieux, tout ça, on les a bien vus, quoi. Mais entre les deux, point de salut, quand on s'adresse en France aux 7-13, c'est des enfants qu'il ne faut pas toucher, c'est des enfants avec qui on ne parle pas de ça, pour lesquels aborder la question de l'orientation sexuelle notamment, c'est vraiment très tabou. Et il me semble que le shift, il n'est pas du tout encore lancé pour cette tranche d'âge spécifiquement. Et par ailleurs, donc je vous mettrai, donc il y a Laura qui tient le blog Filles d'album qui est pareil aujourd'hui, mais qui a fait une bibliographie avec tout un tas d'albums destinés à la jeunesse qui représentent du coup majoritairement quand même l'homoparentalité plus que les amours entre petits garçons et petites filles, entre petits garçons et entre petites filles. Donc je la mettrai sur l'événement Facebook pour que vous y ayez accès. Et donc effectivement il y a un effort qui est fait sur l'homoparentalité, notamment pour
pour les familles en fait, qui puissent expliquer leur cas à leurs enfants ou dans une classe des instituteurs ou des institutrices, bon voilà, il y a une famille homoparentale, donc il faut en parler au reste de la classe, etc., déconstruire les préjugés. Donc voilà, il y a l'utilisation de ces albums qui sont faits pour sensibiliser un petit peu autour, mais pour voilà, des histoires, des petites romances. Déjà, il n'y aura pas toujours un bisou, enfin, voilà, ce sera quand même souvent relativement épuré, et puis il va quand même beaucoup falloir aller chercher dans l'édition québécoise notamment, où il y a quand même beaucoup plus de choses. Ne serait-ce que le bouquin là, de Ciel, ouais. Enfin, le petit roman qui est un bouquin pour les 9-10 ans, je crois. Tu l'as ? Ouais, je l'ai. Qui est sorti, c'est Sophie Labelle. Et ça en France, j'attends de voir quoi. Pour cette tranche d'âge, on n'y est pas vraiment encore quoi. Est-ce que vous... Pour les albums, j'ai apporté du coup. Oui. On s'était fait la réflexion en fait qu'il y avait hier, il y avait assez peu de. Il y a une certaine représentation des familles homoparentales, spécialement plutôt des parents gays quoi, que lesbiens par exemple. Mais c'est très très rare de voir des petites filles qui aiment les petites filles ou des petits garçons qui aiment les petits garçons entre eux quoi. Et donc le premier historique publié en France, c'est lui. Je me marierai avec Anna, qui est sorti aux éditions du Sorbier, qui est un bouquin de Thierry Lenain illustré par Mireille Vautier, et qui est sorti en 1976, il me semble. C'est assez extraordinaire quand même. C'est un petit peu l'exception. Mais... Oui, alors c'est vraiment un bouquin illustré sous acide. C'est aussi fou en termes de contenu qu'en termes d'illustration, quoi. Mais en dehors de lui, il y a assez peu d'exemples, quoi. Elle nous en avait donné 2, je sais plus les titres, mais ils seront dans la bibliographie. Et ouais, du coup, lui, il est même plus édité, en fait. Moi, je l'ai parce que je collectionne, mais voilà. C'est vrai qu'effectivement, hier, pour paraphraser un petit peu Laura, qui nous avait fait une espèce de typologie, il y a ces grandes catégories, donc les enfants amoureux d'autres enfants, c'est super que tu l'as apporté, vous n'avez aucun à la maison. Sur les familles homoparentales, moi typiquement, on a celui-là par exemple à la maison qui s'appelle Lycée Alice, donc qui est intéressant parce qu'il y a 2 catégories, il y a vraiment des bouquins qui vont se vendre avec, on en parlait hier sur la couverture, ou le 4e couverture, c'est un livre sur l'homosexualité, l'homoparentalité. Machin à 2 mamans, voilà, le truc à 2 papas. Ouais, voilà, il a 2, le loup qui a 2 mamans, Tango qui a 2 papas, etc. Celui-là, non, celui-là c'est un petit garçon qui adopte une petite souris, et puis il se trouve que le petit garçon, Ulysse, il a 2 mamans. Il a 2 mamans, donc il explique à la souris qu'il y a différents modèles de famille, et c'est ce que Laura avait un peu appelé les catalogues de familles, où voilà, il y a des familles homoparentales, monoparentales, il y a des familles adoptives, il y a des familles, il y a des couples mixtes qui ont des enfants métis, etc. Donc tout ça, ça va être vraiment une catégorie particulière de la littérature jeunesse, avec des problématiques LGBT. Mais ça reste une toile de fond et c'est pas le cœur du sujet pour ce type de bouquin. C'est un bouquin québécois au passage, c'est une maison d'édition québécoise. Et puis qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a aussi toute la catégorie des contes de fées où on va reprendre les schémas narratifs des contes traditionnels et puis on va les déjouer pour mettre en scène des romances entre 2 femmes ou 2 hommes. Donc il y a celui-ci qui est La princesse qui n'aimait pas les princes, qui est aussi très sympathique, où la princesse elle doit choisir son prince, aucun n'est à son goût, et puis finalement à la fin le roi son père elle se barre avec la fée, parce que le roi son père fait venir la fée pour arranger la situation. Je ne sais pas s'il espère une espèce de thérapie de conversion magique, mais en tout cas ça se passe pas comme prévu, et donc pardon spoiler, mais la princesse part avec la fée qui est racisée, il faut aussi le mentionner parce que c'est assez chouette qu'il y ait cette diversité-là. Et puis quand même si dans la tranche d'âge 7-10 ans, qui effectivement, tout souligné, n'est pas la plus fournie pour ce type de fiction, moi j'aime quand même celui-ci, qui est Neil Gaiman, qui est pareil, dans les réécritures de contes de fées, librement inspiré de Briar Rose et donc de La Belle au bois dormant, avec une princesse, une femme chevalier qui va libérer la princesse dans sa tour. Donc on a une illustration de baiser entre femmes. Alors je confessais que je ne l'avais pas encore lu puisque c'est un poil
trop compliqué encore pour la tranche d'âge de mes enfants. On m'a dit qu'a priori c'était quand même pas ça va pas forcément jusqu'au bout, donc effectivement il faudrait que je répare cette erreur et que je le lise pour savoir, mais c'est pas une romance lesbienne qui va jusqu'au bout. Et puis il y a celui-ci, après j'arrête à ma pub, mais qui est en anglais, qui est un webcomic qui a été publié, donc qui n'est pas traduit en France. Et pareil, hein, avec la princesse qui est enfermée dans sa tour, qui est sauvée par un autre personnage féminin. Je sais pas si c'est aussi une princesse, je sais plus. Voilà, pareil, racisée, avec un side cut très classe, qui va la sauver dans sa tour, et donc qui est pareil, avec un happy ending. Donc ça, c'est le genre de petites choses qu'on peut trouver. Mais voilà, il faut aller voir du côté du Québec, il faut aller voir du côté des anglophones. C'est pas évident quand on est parent de trouver ce genre de représentation pour les enfants quand on veut qu'ils aient accès justement à quelque chose d'un peu divers. Et du coup, ça répond aussi à ta question, enfin me concernant. Quand j'étais ado, du coup, tout début des années 2000, il y avait vraiment, à part Oh Boy, rien. Donc tout ce qui est littérature ado, young adult, moi je suis complètement passée au travers parce que ça n'existait pas encore. Et c'est en devenant mère de famille que j'ai commencé à vouloir ce genre de fiction et qu'il faut farfouiller ou s'échanger des bons titres pour se rendre compte que oui, il y a maintenant heureusement des choses qui sont faites. Je pense qu'on a largement abordé le sujet. J'ai répondu à la question. Du coup, sur la question de la représentation, ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce qui fait justement une bonne ou une mauvaise représentation. Qu'est-ce que c'est les critères, enfin voilà, comment on peut juger tout ça. Marie, peut-être que tu veux... Oui, alors on en a beaucoup discuté hier, du coup on a abordé beaucoup de points de vue différents. Et moi je suis quand même assez sûre de moi par rapport à ce que je disais hier. La chose qui m'énerve le plus en fait dans les représentations que je vois dans les œuvres de fiction, que ce soit de la littérature ou ailleurs, c'est quand le fait d'avoir une identité LGBT n'est qu'une caractéristique du personnage, c'est-à-dire qu'il n'est que ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve énormément et qui, je pense, participe d'une très mauvaise représentation, en fait. Tout LGBT de service, quoi. Exactement, mais c'est ça. C'est évidemment, mais c'est exactement ça. Mais le meilleur ami gay. Bah oui, c'est ça, et ça c'est un problème parce que ça crée des personnages qui sont extrêmement creux, qui sont extrêmement stéréotypés en fait, et qui vont rien avoir à apporter dans l'histoire à part le fait d'être la personne LGBT de service. Mais c'est exactement, ça fonctionne pour moi exactement de la même façon que le personnage dans par exemple dans Stranger Things qui est gros et qui n'a que ça à faire. C'était la saison 1. Il y a des gros dans Stranger Things. En tout cas, tout le monde le traite de gros. Un qui est plus gros que les autres. Voilà. On l'a refait quand même. Ça. Mais enfin, c'est exactement le même fonctionnement. Dans les Goonies, ça marchait de la même façon. Il y en a un qui est gros et la seule caractéristique qu'il va avoir dans l'histoire, c'est qu'il est gros. Ça crée des personnages qui sont hyper creux, je trouve. Oui. Si je peux me permettre, ce qu'on retrouvait aussi avec les minorités. Bien sûr, évidemment. Pour le coup, mais le noir qui meurt au bout de 10 minutes. On va en parler. On va en parler des morts. ça fonctionne exactement de la même façon et ça marche sur le même principe. Et je pense que c'est en ça que c'est le plus énervant. C'est-à-dire que les personnages qu'on crée peuvent... Que l'identité soit revendiquée, c'est une excellente chose, mais que le personnage ne soit que ça, ça le dessert énormément en fait, et ça crée des personnages qui sont vraiment très vides finalement. Donc ça c'est moi personnellement ce que je qualifierais d'une très mauvaise représentation. Ouais, bah quand on va sur la représentation, justement, c'est mon cas, il y a ces deux versants qui vont se rejoindre. Il y a effectivement la représentation quantitative, il y en a très peu, il n'y a qu'un noir. Il n'y a qu'une personne LGBT, il y a un personnage vaguement plus gros que les autres pour se démarquer un petit peu. Donc là, c'est au niveau quantitatif déjà, ça soulève des problèmes. Et puis au niveau qualitatif, donc effectivement, dans les stéréotypes que ces personnages vont incarner et faire perdurer, et dans leur place dans la narration, on va aussi pouvoir juger d'une bonne ou d'une mauvaise représentation. Donc le phénomène dont tu viens de parler, qui est absolument juste, qu'on appelle le tokenism, c'est ce qu'on appelle les tokens, c'est les quotas, c'est ce que vous voulez de service, c'est clairement un problème. Et puis dans la narration, on va aussi avoir
mis au service d'un scénario axé sur des personnages qui appartiennent à des groupes dominants, donc hommes, blancs, hétéros, tout ce que vous voulez. On va mettre au service de narrations centrées sur ces personnages-là des personnages dont l'existence et la vie et la mort ne sont là que pour mettre en valeur les personnages principaux qui incarnent des normes hégémoniques. Donc voilà, par exemple, on reparlera du trope de Bury Your Gays, où on a un personnage de gay ou de lesbienne mais qui va mourir. Alors là je parle plus spécialement de fiction jeunesse, mais dans la fiction, dans les séries par exemple, fin années 90, début des années 2000, si on a des personnes trans, c'est soit pour utiliser scénaristiquement le motif du coming out. On a une révélation quand on apprend que cette personne est en fait trans, avec tout ce que ça peut induire de négatif, parce que justement cette personne, soit c'est une prostituée qui est tuée dans une série policière procédurale, et après sa mort, on se demande pourquoi elle a été assassinée, et puis on découvre qu'il y a eu le plot twist, c'est qu'en fait cette personne était trans, ce genre de choses. Je parle un petit peu, je parle plus de ma pensée, mais pardon, oui, tout le trope de Bury Your Gays, on va avoir des personnes LGBT qui vont avoir une scène vite fait, éventuellement qui ont été mis là pour un effet de queerbaiting, et puis qu'on fait passer à la trappe pour que le personnage revienne dans le droit chemin entre guillemets hétéro, ou alors on va utiliser des amants ou maîtresses de personnages supposés hétéros qui ont eu une aventure avec soit une personne trans, soit une personne du même genre qu'eux, pour les faire chanter, pour ce genre de choses. Donc c'est tout un tas de petits tropes narratifs qui vont être employés. On va instrumentaliser dans la narration les personnes aux identités LGBT pour finalement faire avancer l'intrigue au profit des personnages qui ont des identités plus hégémoniques, plus normées. Moi je rajouterais que, en dehors du fait effectivement que en général on a une personne LGBT dans un roman souvent isolée, qu'elle soit, que ça soit le héros, l'héroïne ou pas en fait, en plus du coup cette espèce de solitude, parce qu'on se dit ça ferait trop si on en met deux, voilà, en tant que créateur d'histoire, hein, forcément du coup c'est pas la réalité, ça existe pas, genre que dans un même groupe d'amis il y ait une personne bisexuelle et une personne gay, ou là, ça fera pas vrai quoi. Donc évidemment, en dehors de ça, il me semble qu'il y a un autre stéréotype qui colle à la peau des personnes LGBT dans les fictions, c'est le drame. La personne LGBT est dramatique, son destin l'est aussi, c'est-à-dire tout commence par le coming out, forcément négatif, mal accueilli des parents, mal accueilli du lycée, mal accueilli des amis, puis c'est le rejet, le harcèlement, la haine de soi. Enfin, un amour déçu, peut-être l'amour d'ailleurs du meilleur ou de la meilleure amie hétéro en général, qui sera ou pas converti finalement, ça sera le plot twist final. Tout ça se finira mal, souvent par un suicide ou par le sida. Et en fait, je pense que ça, c'est le principal stéréotype associé aux personnes LGBT dans la fiction. C'est pas possible d'être heureux en fait, et notamment en littérature pour la jeunesse. Alors là je pense principalement aux littératures qui ont déjà ce type de personnages en elles, c'est-à-dire notamment les bouquins young adultes et compagnie, où on a vraiment ces histoires de vie de lycéens, souvent dans des lycées américains, etc., où tout se passe mal, ou alors leur identité est pas claire du début jusqu'à la fin, on sait pas s'ils sont bisexuels ou s'ils sont simplement attirés par leur meilleur ami sexuel. Et il me semble que dans ce destin spécifique qu'on assigne aux personnes LGBT, il y a une véritable méconnaissance des enjeux d'écriture en fait de ces personnages-là par les auteurs et autrices et par toute la chaîne de l'édition en réalité, qui est très hétéro dans notre société. Et donc on n'a jamais de relecture pour dire mais en fait ça fait la 50e mille histoire de coming out négatif qu'on a qui est publiée cette année. Vous ne pouvez pas faire un coming out qui se passe bien.
ça apporterait pas quelque chose narrativement à l'histoire. Et moi, en fait, j'en connais pas des histoires de coming out heureux, sauf Jeanne. Du coup, j'ai réfléchi hier avec Erwan et on s'est dit que Là où tombent les anges était donc un bouquin de Charlotte Bousquet qui s'adresse quand même, on est sur du young adulte, vraiment young adulte quoi. Il y a des scènes, il y a notamment une scène de viol qui est quand même un peu explicite quoi. Donc faut quand même être un peu grand. Alors elle est très bien amenée et c'est très safe, néanmoins c'est quand même dur. Et c'est pas précisé par l'éditeur, donc voilà. Néanmoins, l'héroïne est lesbienne, c'est un roman choral avec plusieurs nanas qui parlent, et ça se passe au début du XXe siècle. Donc en fait, on nous explique déjà qu'en fait la lesbienne n'est pas arrivée avec les années 70. C'est quand même pas mal, évidemment j'étais contente. Et ensuite de ça, on suit dans son histoire elle-même son cheminement. En fait, dès le début, elle sait qu'elle est intéressée par les filles. Elle sait que dans sa société, ça va être compliqué. Donc elle se marie avec un type en se disant, quitte à être malheureuse, au moins me marier avec un type qui a de l'argent. Et ensuite de ça, elle rencontre, parce qu'elle vient d'un milieu qui est pas très cultivé, qui est plutôt dominé financièrement, etc. Et en fait, elle comprend que pour vivre heureuse, elle doit s'entourer de personnes cultivées, etc. Et donc la culture, la déconstruction, etc., donc qui sont des privilèges, sont présentés comme un moyen de pouvoir s'assumer, ce que je trouve très intelligent, parce qu'en creux, on a donc le portrait aussi de toutes ces personnes qui parviennent pas à grimper l'échelle sociale, ces personnes LGBT qui parviennent pas ou qui peuvent pas, et du coup qui restent opprimées, etc. Donc en plus de bien se passer pour notre héroïne, on a en creux le portrait d'autres vies pour qui ça pourrait être difficile. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, ça prend pas les ados du tout pour des cons. Et c'est très renseigné, ce qui est excessivement rare. On connaît pas d'autres en fait, de bouquins comme celui-là. De manière générale, le travail de Charlotte Bousquet, alors je sais pas si elle est concernée ou pas, mais elle a traité quand même pas mal de... Elle n'a pas fait son coming out officiel. Pas de... voilà. Mais c'est vrai qu'elle a écrit quand même plusieurs livres pour la jeunesse qui parlent de... beaucoup qui parlent de filles, de lesbiennes ou bisexuelles. Et puis dernièrement, elle a sorti Barricade, qui est un livre illustré destiné aux adolescents, qui présente une jeune fille trans en fait, qui change de lycée suite à du harcèlement scolaire et qui reconstruit sa vie. C'est vrai que... dans cette collection, il y a aussi... Il y a Rouge Tagada. Rouge Tagada, c'est deux filles... Pas mal. Ouais. Mais c'est malheureux, donc j'ai pas pris un exemple. Mais c'est vrai que la thématique du harcèlement scolaire est présente dans la quasi-totalité des ouvrages jeunesse, ados plutôt. Je me remémore. Alors autant, oui, c'est une réalité, c'est important d'en parler, c'est pas tellement la question. Parfois, ça finit bien quand même, moi j'en ai un peu qui finissent bien. Mais en fait, va y avoir qu'une seule manière de montrer la discrimination, qui est celle, en gros, de l'individu vers l'individu. C'est-à-dire que c'est les élèves qui ne comprennent pas, qui harcèlent le héros ou l'héroïne, ou les parents qui rejettent le héros ou l'héroïne. Mais jamais on va avoir, par exemple, dans le cas des ouvrages avec des femmes ou des mecs trans, des problèmes administratifs, par exemple. Jamais dans un livre on va avoir un problème... un moment, une personne trans qui a sortir sa carte d'identité d'une manière ou d'une autre et petit souci. Jamais va y avoir des questions de... Alors il y a pas mal de romances lesbiennes, en vrai, il y a tout un champ de la littérature lesbienne qui est pour le coup très communautaire, c'est assez peu dans les grandes maisons d'édition, etc. Mais il y a tout ça, et par exemple, va pas y avoir... elles vont souvent avoir des enfants, mais la question de la PMA, par exemple, va pas être abordée. Enfin, ça va être parce qu'il y en a une qui est bi et qui était enceinte avant, ou alors
c'est une recomposition familiale, donc une femme qui était hétéro et qui avait des enfants et qui part avec une jeune fille souvent un peu plus jeune qu'elle, et elles vont filer le parfait amour dans la montagne, enfin voilà, des trucs comme ça, mais qui vont être un peu dépolitisés dans le sens où ça met pas en fait en valeur les discriminations sociétales qui sont celles que trouver un appartement, trouver un emploi, avoir des papiers qui correspondent, avoir accès à une PMA, enfin bon voilà, toutes ces questions, ou même la question de l'adoption des enfants par la femme souvent qui n'est pas génitrice et donc qui n'a pas le... Enfin voilà, il n'y a jamais un couple de femmes et il y en a une qui ne peut pas rentrer à l'hôpital parce que le môme est malade, parce qu'elle n'a pas la... Comment on appelle l'autorité parentale. Enfin voilà, ces questions-là ne sont pas abordées. Je sais plus. Je pense qu'on peut aussi ajouter que le fait, alors effectivement, tu soulignes et tu as raison, le fait de parler de harcèlement scolaire, de problèmes, oui c'est ça, de problèmes de société liés aux identités LGBT, c'est effectivement extrêmement important, mais que le fait d'avoir que ces représentations-là où ça se termine mal, où c'est des drames, c'est quelque chose qui, notamment dans le cas de la littérature jeunesse, peut être très effrayant pour des jeunes qui sont en train de construire leur identité, que du coup ça peut freiner certaines choses, voire même faire peur, en fait, tout bêtement. La peur du coming out, parce qu'on a lu que des exemples de coming out, ça se passe hyper mal, c'est hyper dur derrière pour quelqu'un de faire un coming out et de se dire ça va peut-être se passer bien. Et que ça participe aussi trop souvent, toute cette littérature dramatique autour de ça, d'une certaine idée d'une punition ou d'un châtiment qu'il faut à tout prix éviter si on veut normaliser les identités LGBT, parce que on devrait se détacher de cette vision-là qui est toujours dans le drame social et la punition, etc., 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 parce qu'en fait, c'est pas une réalité et ça devrait pas l'être. Et j'ajouterais juste pour terminer sur cette question de la bonne, la mauvaise représentation, etc., le fait aussi que, alors bon, on parlera peut-être de contre-exemples, mais que le personnage LGBT, alors qui va être que L, ou G, ou B, ou T en général, enfin s'il est trans, alors il ou elle sera hétérosexuel, s'il est bi, lesbienne ou gay, alors il ne pourra pas être trans aussi, enfin voilà, en général c'est très, très clivé. Il va être majoritairement blanc, majoritairement valide. S'il est trans, il aura éventuellement le droit d'être en répression parce que voilà, c'est difficile. Mais voilà, la représentation, en fait, il va y avoir un personnage noir qui va être hétérosexuel, un mec gay qui sera blond, une meuf bisexuelle qui sera valide. Enfin voilà. En fait, il y a très peu de croisements. Et pas dans le même roman. Et rarement dans le même roman. En plus, voilà. Il faut séparer tout ça. Et alors, bon, il y a quelques contre-exemples quand même, parce que bon, il y a quand même des choses qui avancent, qui viennent en général de l'étranger et des États-Unis. Qu'est-ce que j'ai ? Par exemple, dans Mes hauts, mes bas, mes coups de cœur en série, il y a donc l'héroïne est hétéro, mais elle a deux mamans qui forment un couple mixte, donc une mère qui est noire et une mère qui est blanche. C'est une famille juive, et elle a sa sœur jumelle qui est lesbienne, donc voilà, et sa sœur jumelle lesbienne qui a une petite amie asiatique qui est pansexuelle, donc bon, voilà, c'est l'un des seuls bouquins où il y a un petit peu beaucoup. En fait, on dit. Mais en vrai, c'est l'histoire de ma vie, ça. Je sais pas. C'est vrai, et en fait, je trouve que justement, qu'on fasse. C'est vraiment la preuve qu'on n'y est jamais confronté dans la littérature, ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, quels que soient les sujets, moi déjà ça me fait penser à ce que je disais hier autour du bouquin de Sylvie von Velde qui s'appelle, j'arrive jamais à la nuit, la lune est à nous. La lune est à nous, voilà. La lune est à nous, qui a un personnage principal justement qui est le pauvre, noir, gay, gros, et qui le dit, il dit « Non mais personne va croire à mon existence quand je cumule !» Et en fait, derrière, il y a l'écrivaine qui joue un petit peu de ce cliché qu'on a en littérature jeunesse, d'avoir
un personnage représentatif par truc parce que sinon personne ne va y croire. Et moi, pour ma série de bouquins qui s'appelle Allo sorcière, au début on m'avait dit ça. Pour les personnages racisés, en fait c'est une bande de 4 copines. Et dans les 4 copines, il y en a 3 qui sont racisées, il y en a une qui est blanche. Et mon éditrice au début m'a dit mais Anne-Fleur, t'es bien sûre, ça fait beaucoup, est-ce qu'on va y croire? Est-ce que c'est possible en fait? Et en fait si on fait le tour des bouquins qui sont publiés en France aujourd'hui, et même ailleurs qu'en France, qui sont donc pour un public majoritairement genré et destiné à des filles, où il y a partout des bandes de copines, qu'est-ce qu'on a en fait? En général, on n'a pas ça. Et du coup, cette impression que la société fait du neutre, qu'il soit hétérosexuel ou blanc, etc., le facteur genre englobant, et de la différence, une espèce d'unité qu'il ne faudrait pas reproduire, sinon on mettrait en danger le pacte littéraire qui fait qu'on croit ou pas à l'histoire en la lisant, c'est super répandu dans le milieu de l'édition. Et du coup, c'est un truc contre lequel on doit se battre aussi et qui favorise ces clichés-là, c'est-à-dire, en fait, dans la société, il n'y a pas un personnage LGBT par histoire. Et d'ailleurs, souvent, en l'occurrence, en vrai, les personnes LGBT se rencontrent. Et donc, au sein de l'histoire qu'on est en train d'écrire, c'est même un truc qu'on peut exploiter. Mais évidemment, quand on est un auteur cis, hétéro, blanc et compagnie, c'est des choses dont on n'a absolument aucune idée, parce que déjà, c'est des communautés qu'on ne connaît pas ou mal. Et du coup, l'idée que, en fait, effectivement, la personne LGBT va être isolée toute sa vie, mais si on discute avec notre ami hétéro du coin, il est fort probable qu'en fait, il pense que c'est comme ça que ça se passe, parce que tous les livres qu'il écrit, qu'il a lus, se passent comme ça. Donc... Et on le voit aussi, alors autant parfois pour les personnages LGBT dans les romans, parfois ça arrive quand même qu'il y en ait plusieurs, notamment quand ils veulent mettre une romance, il faut être 2 des fois, ou des fois il y a un petit triangle amoureux, donc voilà. Souvent c'est quand même à quelqu'un. Voilà. Il y a un petit peu de ça, mais par contre du coup pour les personnages trans ils sont quand même souvent très très seuls, voilà, c'est très très rare d'avoir 2 personnages trans parce qu'on a tendance à se dire ouais dans un collège il va y en avoir qu'un, apparemment c'est rare la transidentité, etc. Et du coup, donc ce qui est faux en fait, parfois on est plusieurs dans le même lycée, on est plusieurs dans le même collège. Et du coup d'ailleurs c'est dans Ciel, du coup il y a 3 personnages trans qui sont dans le même collège et qui s'entraident plus ou moins, c'est assez sympa. Et il y a un bouquin aussi qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Normal, qui est sorti chez Hachette, alors j'ai plus le nom de l'autrice mais voilà. Qui est une traduction, non ? Qui est une traduction, oui, qui est une traduction américaine. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille trans qui est dans le placard au lycée. Du coup, j'avais l'impression que ça allait être encore la même histoire et tout. Et en fait, en milieu de roman, paf, elle se rend compte qu'en fait, il y a un gars dans sa classe qui est en fait un mec trans et qui lui a transitionné, etc. et qui du coup a un bon passing. Et du coup, j'étais là, oh mon dieu, ils sont 2. C'était la première fois que je voyais ça. Et du coup, ils se rencontrent et ils se donnent des conseils et tout. Au début, la meuf, elle est là, oh mais comment t'as fait, nanana, et tout. Et ils s'échangent plein de trucs. Et genre, j'étais là, mais en vrai, c'est réaliste, quoi. Ça arrive souvent, en fait, que quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est comme toi, du coup, t'échanges des conseils. Et bref, ça fait partie de tout ça. Du coup, peut-être on peut se pencher un peu sur... alors, on en a déjà pas mal parlé, des stéréotypes. Est-ce que vous aurez des choses à ajouter là-dessus ou est-ce qu'on a déjà fait le tour? Je pense qu'on a bien... Je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le stéréotype est majoritairement un stéréotype justement quand il n'y a qu'une seule représentation. C'est-à-dire que quand on a, 5 personnages dans un roman qui sont tous différents, qu'il y ait un des personnages qui soit hyper stéréotypé, ça va pas forcément être un énorme problème en fait. Parce qu'à côté on aura d'autres représentations qui seront différentes et qui vont du coup lisser un peu. Et en fait, on va passer outre ce stéréotype-là. Et je pense que c'est important de le rappeler que c'est je sais pas le terme, le fait qu'il y en ait de plus en plus.
qui est plus... L'augmentation. Non, la multiplicité, merci. Oui, voilà. La multiplicité des personnages qui permet d'éviter justement d'avoir des personnages trop stéréotypés. Mais aussi, je pense, je vais rajouter un truc aussi, parce que j'en parlais cet après-midi avec un ami qui me disait mais tu sais Anne-Fleur, parfois les stéréotypes ont du bon quand on s'y reconnaît. C'était un point de vue auquel j'avais pas pensé, et justement il me disait mais moi j'aimerais voir plus de... C'est un ami gay qui revendique pas mal le statut de folle, etc. Et qui me disait mais en fait justement dans la tête des gens c'est ça le stéréotype gay. Et du coup, je ne voudrais pas dans les fictions que ça n'existe plus sous prétexte que les gays sont pas comme ça. Et j'avais pas du tout pensé à cet argument, que j'ai scrupuleusement noté dans mon petit carnet. Effectivement, comme tu dis, l'enjeu pour l'auteur, pour l'écrivain, surtout en s'adressant à un public en construction, c'est-à-dire là on parle bien de littérature jeunesse, donc c'est une littérature très spécifique, où le questionnement de l'identité n'est pas fini. On a un devoir de panel, parce qu'en fait, même justement pour dire qu'au sein d'un groupe qui nous semble finalement si homogène, il existe une véritable diversité, et que quel que soit le chemin qu'on emprunte, en fait, au sein de ce groupe-là, on a le choix et on ne peut pas se tromper. On peut être fier de qui on est. Et du coup, moi je pensais justement à tous ces personnages un petit peu qui ont un intérêt aussi. Par exemple, la dernière fois, hier on parlait dans quel bouquin J'ai avalé un arc-en-ciel. Je sais pas si c'est un bouquin dont vous avez suivi la sortie. C'est un bouquin que je recommande pas du tout. Le titre est super, la couverture est magnifique, mais ça s'arrête à peu près là. C'est très peu renseigné sur les questions LGBT. Et donc le personnage principal attiré par un personnage du même genre, et donc on nous dit que le personnage se reconnaît en tant que Aiden sexuel. Et Aiden étant du coup le prénom de son crush, quoi. Prénom du crush sexuel, quoi. Et en fait, effectivement, on lève les yeux au ciel. Néanmoins, je pense que si ça avait été amené différemment par l'auteur, ça aurait pu être intéressant parce qu'on s'adresse en fait à des collégiens. Et comme on vit dans une société hétéro-patriarcale, hétérocentrée, en fait, on lit partout « Ah, mais tu sais, c'est une phase, ça va passer, c'est pas grave. » Et toi, tu te dis « Effectivement, en fait, ça se trouve, je suis juste intéressée par cette personne, puis après, on verra, quoi. Enfin, ça se trouve, c'est même de l'amitié et tout. » Donc, en fait, c'est une question qu'on se pose. Et le livre, il peut y répondre avec un personnage qui se dit ça, et un personnage plus renseigné qui lui dit « Mais tu sais... soit c'est vrai, ça se trouve t'es Aiden sexuel et puis voilà, on n'en parlera plus dans 10 ans, ou alors en fait ça se trouve t'es gay, lesbienne, etc., bisexuel, et en fait c'est pas grave, t'as le temps d'y penser. Et ça, nous c'est très possible de faire ça dans notre petit embouille d'écrivain, c'est-à-dire rajouter un personnage sachant, sans que ça ait l'air trop pédale non plus, ça peut être bien amené quoi. Et du coup là je pense que ça a un vrai intérêt d'avoir ces personnages stéréotypés, parce qu'en fait, ils interrogent le stéréotype pour l'enfant lecteur ou l'ado lecteur, en fait. Mais ça, on voit pas ça souvent, quoi. Oui, puis c'est vrai aussi qu'il faut pas se construire non plus uniquement en opposition à une certaine identité. Enfin, combien de fois ces dernières années j'ai entendu non mais effectivement moi je suis homosexuelle mais je suis pas une folle quoi. Enfin ça c'est les mauvaises homosexuelles. Je l'ai entendu plusieurs fois et c'est n'importe quoi ça. Il y a pas de mauvaises homosexuelles. Pardon, moi ça me semble aberrant de dire quelque chose comme ça. Sauf que il y a des gens qui se construisent en opposition à ce stéréotype de la folle, et moi je pense qu'il faut pas l'oublier non plus quoi. Ces gens ils existent aussi, et enfin c'est pas oui alors c'est très mal, parfois c'est nul hein, on est d'accord, il y a des représentations qui sont mauvaises et beaucoup trop stéréotypées, mais d'un autre côté il faut pas rejeter et pointer la faute vers quelqu'un d'autre comme s'il y avait une faute. Enfin je m'embrouille un peu parce que c'est compliqué comme sujet, mais je pense que... Non, mais de la même manière, il y a aussi ce stéréotype de la lesbienne hyper masculine, qui va turn out justement la bonne hétéro, et
Et ça va mal finir, elle va mourir d'ailleurs parce que c'est pas bien. Lesbiennes dans la vie vers la voilà, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve au-delà de. Voilà. Merci. Mais il y a des lesbiennes masculines, quoi. Voilà, ça fait partie de la réalité. Du coup, qu'est-ce que, selon vous, quelle est la responsabilité du coup qu'on peut avoir en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, justement, sur ces représentations-là? Est-ce qu'il y a une responsabilité en tant qu'auteur? Alors moi, à mon sens, évidemment. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. On n'est pas seul à écrire un livre. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même un gros travail, surtout qu'on ne peut pas être déconstruit sur tous les sujets. C'est pas facile, en plus on a une société qui est quand même très très réactive au contenu des livres et qui oublie que le livre est le résultat d'un travail collectif, et donc les auteurs sont souvent très frileux à l'idée aussi de s'engager sur des questions de représentation quand ils ne sont pas renseignés, ce qui est malheureusement extrêmement souvent le cas, parce qu'en fait ils ont peur du backlash, et un backlash dans une carrière d'auteur précaire c'est compliqué à assumer, c'est-à-dire que les éditeurs vous tournent le dos, ainsi que vos lecteurs et vos lectrices, évidemment, puis ça va très vite, hein. Enfin, sur Twitter, vous savez mieux que moi. Donc néanmoins, évidemment qu'on a une responsabilité, on a déjà la responsabilité qui correspond à notre chance de prendre la parole en public et d'être publié. Évidemment, c'est signifiant qu'on puisse le faire. Les auteurs jeunesse sont dans leur majorité écrasante des personnes blanches, hétéros, cultivées, qui ont fait des études. Donc être capable d'avoir une voix publique dans la société et la prendre, c'est déjà en soi accepter les responsabilités qui vont avec. Donc ça veut dire prendre sur soi de se renseigner, de rencontrer, notamment quand on veut aborder ces questions dans son livre, de rencontrer des personnes concernées avec qui en discuter. Aux États-Unis, ils ont des espèces de comités de lecture de gens renseignés qui sont rémunérés par les maisons d'édition. Les sensitive readers. Voilà. Les sensitive readers. Je trouve que c'est super parce que du coup, ça répartit le poids du travail entre maisons d'édition et auteurs, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, évidemment. En France, c'est vu énormément comme de la censure. Parce qu'on est très liberté d'expression chez nous, donc il ne faudrait pas, vous comprenez, entraver la parole divine de l'auteur qui jette sur le papier tel un génie, voilà. Donc du coup, les sensitive readers chez nous, c'est pas pour tout de suite, c'est dommage, parce qu'en attendant, du coup, ça veut dire que c'est à nous de faire le job et pas à l'éditeur. Mais voilà, responsabilité partagée, mais responsabilité néanmoins, et surtout après avoir fait une erreur dans un contenu, ce qui arrive évidemment forcément une fois dans sa carrière, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de ses lecteurs d'explication, d'écoute, de bienveillance et d'apprentissage. Trop souvent, on a des auteurs qui se braquent, là je pense à J.K. Rowling par exemple, que j'adore, hein, mais bon, et qui prend très très mal toutes les critiques qu'on peut faire sur ces personnages LGBT. Et à mon avis, c'est un très très mauvais exemple, parce que justement, c'est une très bonne chose en fait que nos lecteurs et nos lectrices se mobilisent sur ces sujets-là. À nous de savoir prendre en compte leurs commentaires pour essayer de s'améliorer au prochain livre. Ouais. Et sur les sensitive readers, d'ailleurs, ça m'a fait penser, parce que j'ai vu ça ce matin, en fait, parce qu'il y a quand même, ça bouge un peu sur certaines choses. En fait, j'ai vu les éditions Akata, qui est une maison d'édition de manga, qui recherchait justement des sensitive readers asexuels, parce qu'ils ils traduisent là un bouquin qui s'appelle Aromantic Love Story, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, ils étaient là, on cherche des gens pour relire la traduction, quoi. Parce que, j'ai un contre-exemple justement d'un livre qui est très bien, voilà. Mais voilà. Donc, Silence Radio d'Alice Oseman, qui est un roman destiné aux adolescents, donc à partir de, 14-15 ans, qui, du coup, présente. C'est des personnages qui se rencontrent parce qu'ils font une saga MP3 sur internet. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça, communauté en ligne. Et il se trouve que y en a une qui est bisexuelle, il y en a un qui est asexuel, un autre qui est gay, etc.
Et en fait, dans la version anglaise, il y a un des personnages en fait qui est agenre et qui est désigné avec le pronom they, ce qui a été effacé en fait au moment de la traduction. Le personnage est devenu il, et du coup en fait on a perdu une partie d'un personnage en cours de traduction, ce qui est particulièrement dommage. Donc voilà, et ça s'est retrouvé un petit peu plusieurs fois, notamment sur des livres avec des personnes trans ou non-binaires qui est comme ça des erreurs. Enfin, genre j'ai vu une fois, ils parlaient d'un binder et ils appelaient ça, je sais plus, un compresseur de poitrine, enfin un truc qui est pas du tout utilisé par les gens, quoi. Enfin, j'ai même dû relire plusieurs fois pour me dire, attends, de quoi il parle ? Ah oui, en fait, c'est un binder, ok, pas de problème. Et des trucs comme ça, enfin voilà, qui passent du coup, et que, en fait, s'il y avait eu ne serait-ce qu'une seule personne qui avait eu connaissance en fait de ces sujets-là, sans forcément être concernée, on peut avoir quand même une expertise sans forcément voilà être soi-même trans en l'occurrence. En fait, ça aurait pu être évité. Enfin voilà, c'est typiquement des erreurs de traduction. Et bon, c'est des choses qui se retrouvent aussi quand on écrit en langue française. Enfin voilà, des trucs qui pourraient être mieux foutus, quoi. Je me pose la question, du coup, en complément de ces questions de traduction et donc de langue plus genrée différemment, qui posent des problèmes, en tout cas qui soulèvent des questions à la traduction, si ce problème que tu soulevais, Anne-Fleur, vient pas aussi du fait qu'en France, on ait quand même ce principe d'universalisme républicain sur lequel est censé être fondée notre société, qui part du principe qu'on ne voit pas les particularismes, on ne voit pas les particularismes d'identité culturelle, on ne voit pas les couleurs. Non mais moi je vois pas les couleurs, les noirs, les blancs, je vois pas les couleurs. On est tous on est tous pareils, on est tous égaux. Ouais. Je vois pas les orientations, je ne vois que les personnes, je ne vois pas les orientations sexuelles, je ne vois pas les identités de genre, je ne vois pas les couleurs. Ce qui est bien commode pour garder des œillères sur le fait que pourtant des personnes soient oppressées en fonction justement de ces particularismes et de leurs identités culturelles quand elles sont minoritaires. Donc du coup le fait de ne pas vouloir engager ce genre de comité, dès qu'il y a des personnes qui vont un petit peu trop insister sur leur identité culturelle justement, on va crier au communautarisme et donc c'est vu comme quelque chose de dangereux, de pernicieux qu'il faut surtout éviter. Alors l'égalité sur le principe c'est très bien, sauf qu'on sait très bien qu'elle n'est pas réelle dans la société, donc je me demande si ce rejet d'interroger des personnes concernées, de prendre en compte ce qu'on appelle les savoirs situés, ça n'a pas aussi trait à cette spécificité française, contrairement à d'autres cultures, à d'autres pays où c'est pas du tout vécu de la même manière. Si, d'autant que je pense que une partie de la réponse se situe dans le métier de la plupart des écrivains. Je sais pas si vous savez, en France, c'est très dur de vivre de sa plume parce que les éditeurs nous... Et donc, du coup, une partie des gens, en fait, ont un autre métier à côté. Souvent, c'est prof. Et prof, c'est quand même très républicain, quoi. Donc, il y a aussi, tu as raison, je pense, une partie de cette culture qui est liée autant sur les questions de laïcité, enfin, ce qu'on peut lire en littérature jeunesse est terrible. Moi, en couverture d'un de mes livres, on a enlevé le voile d'une de mes héroïnes pour ces questions-là, parce que il ne pourrait pas être diffusé dans les écoles, notamment s'il y avait une petite fille voilée en couverture, quoi. J'ai bataillé sérieusement pour que l'illustration soit changée jusqu'à ce qu'au bout de 3 mois de bataille, j'accepte que ça soit publié parce que j'avais besoin de bouffer, quoi. Mais ouais, voilà, donc du coup, il y a effectivement quelque chose, il y a un rapport étroit de notre littérature avec les écoles, à la fois parce que les auteurs sont issus de ce système républicain, à la fois parce que la majorité de nos ventes se fait, notamment nous, pour le public jeunesse, je parle, se fait par les réseaux d'écoles et de scolaires, et qu'on ne peut pas tout dire, quoi, en France, dans les écoles. Donc évidemment, notre éditeur, il est plutôt pas trop chaud pour éviter que nos livres soient pas du tout représentés dans les écoles, parce que c'est tout un secteur qui nous ferme, tout un secteur commercial énorme qui se ferme à nous, quoi, à la diffusion de livres, en fait. Là, je vais m'adresser un petit peu justement à toi, Anne-Fleur, puisque donc t'es autrice jeunesse, t'es féministe, donc voilà. Et où est-ce que tu situerais justement
le plus grand obstacle justement à la représentation LGBT au sein de la chaîne du livre, on en a déjà un petit peu parlé. Voilà, chez l'auteur, l'éditeur, les librairies, les parents, les lecteurs, donc plutôt du coup les enfants ou les adolescents. Où est-ce que tu penses qu'il y a les plus grands freins? Je pense qu'il y a plusieurs freins en fait. Plusieurs freins, ça fait beaucoup du coup pour qu'un texte sorte et qu'il soit chouette dans la représentation. D'abord, il y a l'autocensure, ça j'en ai déjà un peu parlé. J'ai peur d'écrire un personnage LGBT faux et de me prendre un, donc je le fais pas. Ou je peux renseigner, je le fais pas. Ou alors Il y a aussi l'autocensure. Enfin, je sais que moi, là, j'ai travaillé sur un bouquin jeunesse et j'ai fait attention à ce que ce soit pas trop. Oui. Parce que... Pour vivre heureux, vivons cachés, spécialement dans nos livres, parce que sinon après les éditeurs... Voilà, surtout pour un tome 1, machin, etc. Bon, voilà, il y a la sœur qui est lesbienne, on la voit pas de tout le bouquin, on en entend juste parler. Il y a un des enfants qui se pose des questions sur son genre, mais bon, il n'y aura pas écrit de mot trans ou quoi que ce soit. Je sais que je me suis beaucoup, personnellement, auto-censurée pour essayer de passer justement cette espèce de plafond de l'édition et ensuite pouvoir avoir la possibilité de faire d'autres choses. Bah là, du coup, t'évoques le deuxième truc qui explique l'autocensure, hein. Clairement, c'est l'éditeur. En France, on a 2 types d'éditeurs. Grosso merdo, les petites maisons d'édition qui elles aussi sont qui ont très peu de diffuseurs, qui sont principalement des petites librairies militantes qui sont visitées uniquement par des parents plutôt de professions aisées, etc. ou concernés. Donc on a des enfants de toute façon déjà plus ou moins sensibilisés à ces questions. Donc ces petites maisons militantes qui font un véritable effort en termes de représentation, je pense à Talent, aux éditions du Rouergue, les éditions du Sourire qui mord qui sont finies mais qui étaient précurseuses en termes de représentation LGBT, qui a publié l'ombre de Julie, le sourire de Julie a une ombre... L'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Voilà. Et donc il y a quand même tout n'est pas tout noir du point de vue de l'édition. Il y a des éditeurs super, sauf qu'ils payent très très mal leurs auteurs parce que eux-mêmes sont extrêmement précaires. Puis il y a les autres, Hachette, Nathan, Editis, etc., qui eux sont véritablement des commerçants qui ont le gros trust sur les diffuseurs. Donc Cultura... Qui sont souvent des diffuseurs d'ailleurs. Oui, qui sont aussi des diffuseurs d'ailleurs. Donc Cultura, là où on vend beaucoup, quoi, les grandes surfaces, Leclerc, etc. Et là, en fait, où on aimerait d'ailleurs toucher le public, parce que nous on s'adresse à des lecteurs et des lectrices qui ont besoin de voir de la diversité, qui n'ont pas les moyens, ni à la maison, ni forcément à l'école, d'en voir. Et ça serait bien qu'il y en ait dans leur bouquin, mais du coup, comme ça va pas se vendre, vous comprenez, donc ça c'est l'argument quand même de l'éditeur, ce qui n'est pas totalement faux non plus d'ailleurs en France, quoi, parce qu'on n'est pas très soutenu par les diffuseurs, que ce soit les libraires ou les grandes surfaces. Du coup, y a une forme d'énorme censure de la part de l'éditeur, censure qui s'explique aussi car en France, la censure est autorisée depuis la Seconde Guerre mondiale autour des livres pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'on peut se constituer en association de parents, souvent en réac, souvent en catho, parce qu'on n'est pas content que... Alors il y avait eu cette histoire, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques années, de Tous à poil, qui avait été retiré de toutes les bibliothèques. C'est un album qui avait été retiré donc, de toutes les bibliothèques, de tout le circuit de vente, etc. parce qu'il avait été jugé, à tort d'ailleurs, hein, évidemment, qui pouvait choquer les enfants. Choquer les enfants, c'est un argument suffisant pour retirer pour censurer un livre, si on gagne contre un jury. Et donc du coup, en fait, les éditeurs, pour eux, c'est une catastrophe, quoi, hein. Pour l'auteur, c'est une catastrophe. Pour les éditeurs, c'est une perte sèche souvent assez conséquente. Du coup, c'est vraiment le pire scénario jamais. Et pour ne pas risquer que ça arrive, même eux, parfois ils prennent des précautions inutiles parce que dans le fond, qui irait lire tous les livres qui sont produits en France en jeunesse? Il y a une production qui est monstrueuse. Donc évidemment, à part quand en couverture on annonce ça va parler de ça et attention, en plus il va y avoir du sexe, en fait ça passerait assez tranquille, quoi. Mais on est quand même dans un monde de peur qui est évidemment un obstacle organisé, hein, je veux dire, c'est pas anodin
que les victimes soient les personnages en l'occurrence LGBT, c'est-à-dire la représentation, encore une fois, des personnes minorisées, fragilisées, etc. Donc on est face à un gros système qui a mis des tas de barrières pour que ce soit le plus difficile possible. Ouais. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, c'est juste pour savoir. Je suis désolée, c'est extrêmement déprimant. Voilà. Après, à côté de ça, il y a aussi l'effet... Alors, c'est quelque chose qui se passe plutôt dans la littérature ado, pour le coup, parce que on touche plus du coup la petite enfance et du coup justement les associations de parents sont un peu moins crispées sur tout ce qui est produit pour les adolescents. Et c'est un peu plus dur aussi d'attaquer. Voilà, c'est pas pareil c'est clairement voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a parfois, moi j'avais discuté avec l'éditrice de Pocket Jeunesse. Donc qui a notamment édité celle dont j'ai toujours rêvé, qui est écrite par Meredith Russo, qui est un livre, qui est une autrice américaine. Bien sûr, on va présenter beaucoup de livres qui ont été traduits de l'américain, qui est l'histoire d'une jeune fille trans dans son lycée, qui vit une histoire d'amour. Une romance, c'est rare. Et en fait, c'est un livre qui a extrêmement bien marché et elle me disait qu'il y a eu réellement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, une mode en fait, et elle l'appelait comme ça, une mode du personnage trans dans la fiction pour les ados plus de 15 ans. Et en fait, on s'est retrouvés l'année dernière, c'était à peu près au printemps 2017, donc suite notamment à la sortie de ce livre, avec, en fait, il y avait 7 romans, un peu dans le même style, à la FNAC. Donc, il y avait celui chez PKJ, il y a eu Normal chez Hachette, il y a eu Le Secret de Grayson chez Albin Michel, j'en oublie, mais voilà, il y en avait, je sais bien qu'il y en avait 7. Il y en a même certains qui ont été des rééditions. Il y a eu notamment La face cachée de Luna, qui est un livre qui est sorti alors qui a été écrit en 2002, je sais plus quand il a été traduit, mais c'est écrit par Julienne Peters et ça raconte l'histoire d'une jeune fille trans qui part de chez parents pour vivre sa transition, etc. Et en fait, ce livre a été réédité avec un titre un peu plus punchy, c'est-à-dire « Cette fille, c'était mon frère », pour qu'on voit bien de quoi ça parle sur la couverture. Et en fait, ils étaient tous comme ça, côte à côte, parce qu'en gros, chaque grosse maison a vendu son bouquin. Qui traitait le sujet donc d'une femme trans. On a très très peu vu de mecs trans. Voilà, dans la littérature c'est complètement, ils sont quasiment absents. Et voilà. Et alors bon, après, donc ça ouvre une brèche, donc ça montre qu'il y a quand même une certaine représentation, mais il y a aussi ce côté, c'est bon, on l'a le livre avec un perso trans, on va pas en publier un autre, quoi, c'est bon, il est là, quoi. Et du coup, toutes les maisons d'édition, les grosses, là, Milan, Hachette, Albin Michel, tout ça, c'est bon, ils l'ont. Donc je sais pas s'ils vont en faire un deuxième un jour, mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est les quotas comme les personnages, c'est un autre niveau de tokenisme. Ouais, voilà, il y a cette espèce de quota et qu'on retrouve aussi un peu justement dans les bibliothèques, dans les librairies, etc. où on va avoir un livre qui traite du sujet de l'homoparentalité. Mais le pire d'ailleurs, c'est que si le livre s'est bien vendu, ça va être la caution diversité. C'est-à-dire que, par exemple, ma maison d'édition fait toute sa com sur on combat les clichés. Donc on renverse un peu les clichés et tout. Donc comme entièrement basé sur mon livre, le reste des bouquins de la collection s'appellent tous Tarzan, Poney Méchant, etc. Enfin, on est sur du jeunesse bien moins militant, quoi. Très cool d'ailleurs, mais bien moins militant. Et comme les livres sont bien vendus, quoi, ils font leur com dessus. Si ça avait été un peu un échec commercial et qu'on a jamais on en aurait parlé. Donc c'est un peu à double tranchant aussi. À la fois c'est très positif parce que du coup, grâce à des espèces de modes comme ça, donc il y a eu la mode du girl power, qui est un peu mieux que la mode du féminisme, parce que c'est quand même moins militant, quoi. Mais la mode du girl power, en fait aujourd'hui fait qu'on a des sacrés bons rayons, même jeunesse. Merci Good Night for Robert Girls qui a tellement bien marché dans le monde entier. Je sais pas si vous connaissez ce petit format là. Histoire du soir pour les filles rebelles, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bien par ailleurs. Qui est très bien.
extrêmement bien. Et en fait, c'est à chaque fois, c'était un projet qui a été mené par deux nanas en crowdfunding. Donc, c'était le crowdfunding le mieux crowdfundé jamais. Enfin, il a atteint des sommes astronomiques. Et il s'est traduit partout dans le monde, un véritable best-seller. Là. Tous les soirs, on a une histoire d'une femme forte, avec en facing une illustration d'une illustratrice cool. Ça a super bien marché. Et tous les éditeurs se sont dit « Ok, à nous, le féminisme !» Et évidemment, c'était plus aussi angoissant, militant. Donc, en fait, ce que les éditeurs ne veulent surtout pas, c'est avoir l'air militant. Une fois qu'ils n'ont pas l'air militant, c'est bon, ils peuvent soutenir des causes importantes, les filles aiment les sciences, wouh. Donc ça va, parce personne n'irait dire, non, enfin je veux dire, ça c'est très années 50, quoi. Les 50, on l'aurait pas fait, mais voilà. Tout ce qui est, voilà, question un peu plus touchy, voile, religion, et alors, personnages LGBT qui font un peu plus que se regarder amoureusement, mais qui se touchent, on n'y est pas encore, quoi. Il faudra attendre qu'il y ait un best-seller américain qui fasse le tour de la Terre, où il y a une histoire d'amour pour les 12 ans, où ça se passe bien, pour que ça arrive chez nous, quoi. Du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez qui manque aujourd'hui dans la littérature jeunesse sur les questions LGBT? Marie, peut-être, si tu... Alors, moi, mon truc, personnellement, c'est pas de la littérature jeunesse LGBT, c'est de la littérature jeunesse avec des personnages LGBT à l'intérieur. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer des histoires. Je suis assez fantastique et science-fiction. J'ai écrit un roman, une dystopie, et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des personnages LGBT à l'intérieur, mais pas pour adresser directement les questions, parce que je pense que j'ai pas ni la maturité, ni la sensibilité nécessaire pour le faire, mais pour normaliser. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des histoires qui parlent pas du tout de ça, mais avec ces personnages-là qui sont acteurs à l'intérieur, et qui, avec des identités affirmées, mais avec une histoire qui n'est pas centrée sur ces identités directement. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Au niveau qualitatif, puis je pense qu'au niveau quantitatif, il faut continuer à avoir des multiplications comme ça d'œuvres qui vont distiller ça dans les imaginaires collectifs, de manière à ce que dans quelques années, on peut l'espérer, il n'y ait plus des gens qui bondissent en voyant un bouquin qui s'appelle Jean à deux mamans ou Tango à deux papas, ou qu'ils ouvrent un bouquin et qu'ils découvrent à l'intérieur qu'il y a soit une famille homoparentale, soit un petit garçon, une petite fille deux petits garçons, deux petites filles qui sont amoureux. Donc toutes ces choses-là, je pense que voilà, il faut à la fois les multiplier et les traiter mieux en suivant ce que tu disais. Je suis absolument d'accord avec ça. Il y a peut-être aussi un écueil, alors je suis vraiment pas la mieux placée pour en parler, mais je pense qu'il y a aussi un écueil possible qu'il faut réussir à contourner dans la représentation des identités trans, notamment dans les œuvres pour enfants. Je crois qu'il y en a quelques-unes, après je ne saurais pas vous donner des recommandations précises, mais ça serait, vous me direz si ça vous semble juste, éviter l'écueil du être trans, c'est être une fille piégée dans un corps de garçon ou un garçon piégé dans un corps de fille. Et le côté, c'est un garçon qui devient une fille ou une fille qui devient un garçon. Donc pour traiter les questions de genre de manière adéquate, je pense qu'il y a ces choses-là qui sont adéquates. Je ne sais pas si ça vous paraît pertinent. Oui, je pense que c'est assez pertinent. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quelques albums qui abordent le sujet de l'identité sans aborder frontalement en fait le sujet de la transidentité. J'ai amené ici Buffalo Bell, qui est un petit livre illustré qui s'adresse... alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ne s'adresse pas du tout aux tout petits, parce qu'en fait il y a un jeu sur l'inversion du il et du elle. Donc par exemple ça donne à cet âge-là pas de pérel à la place de péril, si tu préfères il à elle ou elle à il, enfin bon voilà, c'est un peu plus compliqué pour accompagner cette lecture-là. Je pense aussi à Julie qui avait nombre de garçons, etc. Il y avait aussi Je suis une fille, je crois qu'elle a été présentée hier par Laura. Et en fait, c'est des livres qui à la fois peuvent se lire sous un angle
sous l'angle des questions trans, mais qui peuvent aussi passer pour juste, entre guillemets, une remise en cause des stéréotypes de genre. Il y a aussi ce truc-là de, en fait, c'est une petite fille qui va faire des choses de garçon, mais on va pas dire qu'elle est trans, ou qui va faire des choses de garçon, mais du coup on va pas dire que c'est un petit garçon trans, on va rester beaucoup dans le flou, ce qui à la fois est bien parce que bon, le questionnement à cet âge-là est pas forcément affirmé, enfin voilà, c'est bien aussi d'avoir des choses un peu ouvertes, mais du coup on n'a jamais d'histoire, à part les BD de Sophie Labelle, qui sont du coup l'exception, quelque chose où il va y avoir une petite fille qui a été assignée garçon, qui s'affirme en tant que petite fille, et ça va être dit un petit peu frontalement. Non, on reste dans une espèce de flou, de déconstruction des stéréotypes. Et souvent très artistique en plus. Et un peu artistique, voilà. Typiquement, enfin voilà, il y a un jeu poétique, artistique qui fait que, en fait, on peut ne pas du tout comprendre la finalité du bouquin. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce qui manque ? Moi, je trouve qu'il manque principalement de la joie, en fait. Après, je pense à mon rayon, quoi. Enfin, en littérature jeunesse, jeune ado, c'est très joyeux. Tout est très joyeux. Et sur ces questions-là, ça serait un ton intéressant à aborder, parce que ça suffit le drame. Et justement, c'est quand même assez politique, je pense, de présenter des histoires qui se finissent bien, avec des personnages heureux. C'est Mario de Murat qui disait qu'on n'avait jamais envie de relire l'histoire qui se finissait mal, et que c'est pour ça qu'elle faisait toujours bien finir ses histoires. Et c'est terrible que dans le rayon personnage LGBT, aucune histoire, on ait envie de la relire, ni de s'en inspirer. Donc, ouais, moi je dirais qu'il manque... Il manque de la joie, ouais. Des histoires qui finissent bien. Des happy end. Et moi, je pensais aussi, du coup, à la... Enfin, on n'en a pas parlé, mais au stéréotype, en fait, du gay ou de la lesbienne méchante, qui est quand même un trope qu'on retrouve quand même beaucoup. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les films, mais si on fait un petit peu attention dans les productions pour enfants, c'est quelque chose qu'on va retrouver pas mal avec des méchants, par exemple des méchants masculins qui vont être codés assez gays en fait, avec une utilisation des stéréotypes. Alors ce sera jamais dit, mais quand on pense au Disney, Jafar, Scar, voilà, tout un tas de personnages comme ça qui sont codés en fait, maquillage, main, enfin il y a un côté un peu aussi inspiration de toutes les cultures drag, enfin voilà, il y a quelque chose qui vient de là. Ce qui fait que donc il faut aussi beaucoup pour compenser tout cet historique-là qui vient des années, enfin je sais plus, ça vient des années 50, enfin c'est à ce moment, enfin dans ces périodes-là, avec les lesbiennes aussi un peu maléfiques, enfin des trucs un peu comme ça. Il faut aussi beaucoup de personnages positifs justement pour contrebalancer tout ça. Et une fois que ce sera fait, ce sera bien aussi, je pense, c'est pas pour tout de suite, hein, mais d'avoir justement, de réavoir ces personnages LGBT, lesbiennes, gays, bi ou trans, méchants, qui du coup ne seront plus, puisque ce sera plus la seule représentation. Mais je pense à une série là que je viens de voir, je sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui ont Netflix, The End of the Fucking World, qui est vraiment une série teens quoi. Et on n'est pas du coup dans de la fiction jeunesse, mais ça aurait pu être un bouquin ce truc. D'ailleurs c'est peut-être un livre à la base. C'est une BD, c'est inspiré d'une BD en fait. Et voilà. Les filles qui sont lesbiennes, et justement je trouve que c'est vraiment, vraiment bien foutu, en tout cas alors j'en sais rien dans la BD, mais c'est très bien foutu dans la série. Parce que elles sont en fait ni méchantes ni gentilles. En plus, ça joue sur ce stéréotype de toutes les séries un peu policières, de la tension sexuelle entre deux flics. Donc ça en joue vraiment. Quand on est un peu renseigné, on a déjà vu des séries policières, ça nous fait rire quoi. Et j'ai trouvé que c'était super parce que en fait, c'est pas « Oh, regardez, comme elles sont gentilles !» Enfin, c'est des flics quand même aux États-Unis. Et en même temps, les personnages sont complets.
Et je pense que peut-être aussi ce qui manque, d'ailleurs, ta réponse m'y fait penser, simplement des personnages qui ont plus de deux facettes de caractère pour les personnages LGBT, soit méchants, soit gentils. Un peu ce que tu disais déjà, qui ont des autres destinées que celle simplement d'être lesbienne, c'est coïncidentel, donc là elles sont flics quoi. Mais en plus de ça, lié à leur métier, lié à leurs opinions politiques, etc. Évidemment, elles sont à la fois le méchant, le gentil, et en fait, à la fin on a un personnage humain en fait, et on oublie qu'il y a cette histoire de lesbienne, mais qui, à côté de ça, montre, dans une scène, moi c'était la première fois de ma vie que je voyais des flics, en plus, qui s'occupent d'une chute d'enfants. Donc là, on touche un petit peu à une autre question, et j'étais très contente de ces personnages, et ouais, peut-être qu'il manque aussi, c'est simplement des persos complets, quoi, bien écrits, en fait, avec plus d'une dimension. Et du coup, alors je sais pas s'il y a des auteurs, des autrices dans la salle, mais ce serait quoi si on devait donner des conseils justement à des écrivains, des écrivaines, pour justement représenter ces catégories de personnes que sont les personnes LGBT, est-ce que vous en auriez, ce serait quoi? Se faire relire, c'est hyper important. Se renseigner, voilà. Principalement. Se renseigner comment tu... Par exemple, toi, comment tu t'es renseigné pour ton bouquin? Écoute, je suis allée sur ta chaîne YouTube principalement. Non, mais je me suis renseignée. Je me suis mal renseignée, je me suis pas renseignée. Je me souviens de quelqu'un qui m'a beaucoup corrigée sur les écueils que j'avais pas évités dans mon roman par rapport à un personnage qui était trans. Et qui m'a dit non, là c'est pas comme ça, il faut que tu corriges ça. Mais c'est venu à la relecture et c'était bien en fait de se faire relire et de se faire relire par quelqu'un qui était concerné et qui s'y connaissait un petit peu quoi. Mais sinon pour se renseigner ensuite, je l'ai fait, je suis allée principalement sur internet, ouais. Outre YouTube, on trouve quand même des choses. Et puis ensuite, éviter je pense de s'auto-censurer. Je suis tombée moi dans ce truc là de je veux pas trop en faire parce que j'aimerais bien que ça passe à un moment. Et en fait je m'en fiche, c'est parce que ça diminuait mon histoire de s'auto-censurer et je pense qu'il faut aller pleinement vers ce vers quoi on a envie d'aller principalement et ensuite on voit, ensuite on réfléchit après. Mais là à l'heure actuelle je trouve que c'est pas... J'ai pondu quelque chose que je trouve pas assez complet et je pense qu'une partie de ce que j'ai perdu c'est ce que moi j'ai pas voulu y mettre parce que j'avais peur que on me dise ah là là ça fait trop, ça va pas aller. Voilà, je pense que c'est ça mes conseils. J'ai pas grand chose à ajouter, mais... Moi j'ai peut-être un truc à rajouter sur ce que tu disais. Mince, j'ai perdu le truc, mais c'était intéressant. Je vais y revenir, ça va me revenir. Je pense que c'était... Alors du coup, je complète en temps que tu recherches. Moi, ce que j'ajouterais du coup sur le fait de se renseigner, c'est en fait de traiter ces personnages et les publics qu'on représente, enfin les communautés qu'on représente, avec le même respect qu'on traite les lieux dans lesquels se passent ces histoires. Il y a parfois ce truc de l'auteur qui va sur les lieux de son histoire, qui voit comment le lycée est foutu, qui va faire un voyage dans la ville, machin, ou qui fait se passer justement le truc dans sa ville pour bien connaître les lieux, etc. Où est la boulangerie et combien de temps on fait pour y aller. Ou alors, dans l'univers de la fantasy et de la science-fiction, il va y avoir un vrai travail sur la construction de l'univers, et combien de temps on met pour passer de telle planète à telle planète, et quelle est la végétation, et enfin voilà, ce truc-là. Et par contre, dès qu'il s'agit, et je pense que si on demandait à ces personnes, sur souvent des représentations pas top, et pour votre personnage bisexuel, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un de bisexuel ? Je pense que la réponse serait vraiment non. Ou alors, non, mais j'ai le frère de mon meilleur ami qui est gay, enfin, genre, ce serait une espèce de caution. Et du coup, non, en fait, se renseigner sur les personnes
dont on va parler, en fait, c'est la base, en fait, et c'est la moindre des choses. Moi, je sais que quand j'ai écrit un bouquin qui se passe dans un collège, etc., j'ai été chercher des collégiens pour qu'ils me racontent un peu... parce que comme j'avais des personnages LGBT, il fallait que je sache comment c'était dans un collège pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans actuellement. Voilà, j'ai parlé avec une vingtaine de collégiens qui m'ont raconté comment c'était dans leur collège, etc., pour ensuite, moi, faire mon mix et essayer de faire un tri et prendre ce que j'avais envie de prendre. Mais vraiment s'appuyer sur le réel, s'appuyer sur un peu du témoignage, etc., c'est hyper important. Et je te rejoins aussi sur la relecture par des personnes un peu concernées qui sont capables de dire bon, là, c'est pas possible. Là, le mec qui court avec un binder pendant 500 mètres, c'est chaud. Des trucs comme ça, bon. Ouais. Et je sais pas si t'as retrouvé du coup. Oui, tu disais ce qui manquait à mon histoire, c'est ce que j'y ai censuré, et finalement ça aurait apporté une richesse supplémentaire. Je pense qu'il y a là un petit conseil qui est qu'il faut pas hésiter. En fait, faut pas hésiter à mettre de la diversité dans ses romans, parce qu'en fait c'est une richesse absolue pour la narration, loin d'être une contrainte comme on nous le présente souvent. Ça apporte un tas d'attraits supplémentaires. On s'adresse à la jeunesse, donc on a des tas de choses à explorer, l'amitié, l'amour, la relation à autrui, aux parents, aux adultes. Évidemment, la diversité amène des problèmes à résoudre qui, en termes d'intrigue, apportent de l'eau au moulin, parce que sinon on retombe dans des intrigues qui sont toujours les mêmes. Évidemment, quand on a un enjeu qui est différent, que ce soit un enjeu géographique, que ce soit un enjeu d'orientation sexuelle ou un enjeu d'identité, à chaque fois ça apporte des questions à résoudre. Et du coup, j'en reviens à mon deuxième conseil qui est qu'il faut toujours se forcer soi-même à rajouter de la diversité là où on ne l'aurait pas forcément mise. C'est un travail à faire parce que on se pense toujours le déconstruit de quelqu'un et on se pense toujours en plus de bonne volonté, mais en fait on est baigné, qu'on soit soi-même concerné ou pas d'ailleurs, on est tellement baigné dans une littérature qui est tellement identique qu'on pense pas en fait on pense pas à faire en sorte que ces personnages soient différents de ce qu'on y voit, ils nous viennent naturellement semblables. Je pense par exemple j'ai une amie là qui vient de publier un bouquin et qui est en train d'en écrire un autre. Et elle me disait, écoute, je t'envoie ma V1 et tout. Donc moi, je lis des textes, trop bien, de la dystopie, je t'ai refaite. Et au bout d'un moment, au bout du 6e chapitre, en fait, je découvre que son personnage principal est un personnage racisé. Et je l'avais... Bon, enfin, en fait, je comprenais pas du tout parce qu'elle parlait d'une histoire de voile, en plus, et compagnie. Puis je reviens et tout ça, et en fait, en plus elle l'avait dit, hein, mais comme j'ai lu très vite parce que c'était de la relecture, elle l'avait dit une fois, et c'était pas son personnage tournait pas autour de sa couleur de peau évidemment, parce que surtout pas dans la société dans laquelle elle avait créé. Et je me suis dit merde, en fait de base, ce personnage, moi j'ai présumé qu'en fait il était totalement blanc quoi. Et ça changeait pas mal de choses dans la lecture. Et je pense que ce travail-là que donc moi là j'avais dans ce bouquin, je dois le faire dans mon texte, ainsi que les auteurs et illustrateurs et autrices illustratrices, pour rajouter là où on pense pas forcément, bah tiens, on dessine un parc parce qu'on raconte une histoire d'école. Dans ce parc, il pourrait y avoir en arrière-fond 2 papas au lieu de, comme d'habitude, 8 mamans avec leurs poussettes, comme on voit dans toutes les illustrations de parcs, de tous les bouquins pour enfants de 3 à 4 ans. Et en fait, ça change rien. Évidemment, ça change énormément en termes de représentation, mais il faut y avoir pensé. Et comme on est dans une espèce de routine de création, en plus on doit publier énormément pour vivre et tout, on pense pas forcément à faire cet effort. Donc s'il y a des écrivains et des écrivaines parmi nous, go for it. Go for it. Du coup, on va passer peut-être à des moments de petites recommandations. Je vois, Marie, que tu as des bouquins dans tes mains. Oui. Peut-être tu veux en parler. Oui, on peut en parler. J'ai fait le tour de... Hier soir, je sortais du travail, donc j'avais rien sur moi. Mais j'ai fait le tour de ma bibliothèque ce matin. Du coup, en ce moment, moi, je lis ça.
C'est de la littérature young adulte, ça s'appelle La Volte, de Yann Fastier. En fait, c'est pas Fastier, c'est Fastier, je crois. Je l'ai prononcé à l'américaine hier. Oui, non, c'est un français. Ouais. Oui, ça vient de chez Talent Haut, qui est... tu connais, non, la maison d'édition? C'est une maison d'édition antisexiste. Ouais. D'accord. Petite maison, trop chouette. Très quali. Ouais, ils ont fait notamment une série de 2 albums qui s'appelle le Zizi des mots, extraordinaire, où on a en facing 2 dessins chaque fois, le plombier et la plombière, le cantinier, la cantinière. Chaque fois on se rend compte que, le Canadien, la Canadienne par exemple, la Canadienne c'est une tante, le Canadien c'est un mec. Le glacier, la glacière, le glacier c'est un mec, la glacière c'est... Bon bah vous voyez bien le truc qu'on emmène en pique-nique quoi. C'est très, très, très cool. Voilà, donc celui-là s'appelle La Volte, c'est une espèce de roman de science-fiction. Et je l'ai pas fini, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup parce qu'en fait il y a une histoire d'amour entre 2 filles qui est très intéressante et qui est pas le sujet principal du bouquin. Voilà, il y a toute une intrigue d'aventure, c'est très bien pour, je pense, à partir de 14 ans, moi je dirais que c'est pas mal. Et ça m'a plu parce que justement ça normalise beaucoup et ça en fait pas un drame social absolu quoi. Donc ça c'était plutôt intéressant. Et sinon, mais alors ça je pense qu'il faut être un poil plus grand, je dirais 16 ans, j'ai une BD qui s'appelle Super Rainbow de Lisa Mandel que j'ai lue. Alors c'est débile, mais c'est parfait. C'est-à-dire que... En fait, c'est l'histoire de 2 nanas qui récupèrent c'est un peu cul par contre, une combinaison qui permet d'avoir un orgasme au même moment. Et elles sauvent le monde, c'est des super-héroïnes, elles sauvent le monde de super vilains grâce à ça. Et c'est débile, hein. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ri, c'est vraiment super drôle. Et je pense que, ouais, s'il n'y a pas de dessin particulièrement... sexuel ou quoi que ce soit quoi, c'est juste 2 nanas qui se baladent avec la main dans le slip l'une de l'autre quoi. C'est vraiment hilarant. Voilà, et c'est une très bonne lecture je pense pour rire un coup quand on est ado, un peu plus grand quoi. Voilà. Anne-Fleur, tu veux... Du coup, oui, t'as parlé de... Je conseille à Qui de droit à la tombe les anges de Charlotte Bisquet ainsi que toute la création de cette autrice qui publie chez Gulfstream, chez Radio et chez Scrineo. Et voilà, les rares bouquins dans lesquels vous verrez des lesbiennes en littérature française qui n'est pas de la traduction, c'est souvent par elle. Meuf très cool, bouquin très chouette, très renseignée, elle a fait un vrai travail pour la série là que t'as montré. Donc, excellente série d'ailleurs, toujours chez Gulfstream, qui s'appelle... merde, je sais pas comment elle s'appelle la série. C'est les graphiques. Ouais, c'est les graphiques, voilà. Et c'est toujours un peu le même principe, une série d'une même couleur avec un problème d'ado. Il y en a sur l'avortement, il y en a sur une nénette qui est lesbienne. À chaque fois, c'est super bien traité, c'est assez poétique, mais ça rentre quand même dans l'art, ça dit les choses telles qu'elles sont. Et pour faire ce travail-là, je le sais, elle est en relation avec des gamines qui ont vécu les histoires, donc du coup c'est quand même pas mal réaliste, même en termes de référence. On n'a pas l'impression d'une adulte qui parle à des ados avec un malaise, où on lit le truc et on est là, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Non, c'est vraiment chouette. Et là pareil, ce bouquin-là, historiquement c'est super chouette, elle a fait un boulot dingue, certainement mal rémunéré par son éditeur, mais bon, ouais, non, bouquin très chouette. Il y a tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis oui, j'avais apporté celui-ci qui n'est pas de la fiction, qui est un petit documentaire de Thierry Lenard aussi, un petit documentaire pour les enfants, pas spécifiquement sur des problématiques LGBT, mais qui va aborder comme ça plusieurs thématiques. Voilà, j'ai un petit sommaire: les relations, l'amour et l'amitié, l'hétérosexualité et l'homosexualité, la vie commune et l'envie d'être parent. Donc voilà, c'est des décors, il y a relativement peu de texte. C'est extrêmement divers dans les représentations. Vous voyez que les couples, c'est quasiment à chaque fois des personnes racisées entre elles, mais de différentes origines, ou alors une personne blanche avec une personne racisée, etc. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant. Tout ce qui est représentation de famille, etc., c'est la même chose. On explique aux enfants
Voilà, les relations hétéro et homosexuelles en les mettant exactement sur le même plan. On a des illustrations qui sont assez parlantes aussi sur justement les revendications. Et puis pour la question de la sexualité, alors il y a une partie comment on fait les bébés, c'est pas mal aussi pour expliquer aux gamins. Et puis avant ça, il y a le corps. Alors, il y a la question du consentement qui est abordée, qui est très intéressante. Et puis voilà, il y a alors le truc un peu anatomique, le petit schéma anatomique du pénis, le petit schéma anatomique de la vulve, et puis des corps un peu plus, voilà, on va voir la découverte du corps, les personnes qui ont des pénis, les personnes qui ont des vulves. Mais attention, une personne qui a un pénis, c'est pas forcément un garçon. Une personne qui a une vulve, c'est pas forcément une fille. C'est chez qui? C'est chez Trimestre documentaire Oscar Éditeur. Ah, c'est chez Oscar. Oscar, ouais, que je ne connaissais pas. Mais Thierry Lenain, il me semble qu'on en parlait, et il a fait d'autres choses. C'est lui qui a fait Je me marierai avec Anna. Ouais, voilà. Donc, mais ça, c'est relativement... C'est une réédition, mais il est relativement récent. Et donc, voilà, autour des relations, pas seulement amoureuses, mieux que le Dico-des-Filles. C'est beaucoup mieux que le Dico-des-Filles. Achetez ça au lieu d'acheter le Dico-des-Filles. Puis ça donne, c'est un public, c'est accessible à un public un petit peu plus jeune, je pense, pour certaines parties. Après, à la fin, je crois que ça parle un petit peu de viol, de prostitution, donc, mais pas pour un gamin de 5 ans non plus, mais moi je l'aime beaucoup celui-là, à tous les niveaux, il est vraiment divers, représentatif, et il traite les choses assez justement. Moi, du coup, j'ai une jolie pile. Alors, il y en a beaucoup dont j'ai déjà parlé, mais chez Talent Haut, moi je vous conseillerais quand même d'un trait de Fusain, qui se trouve est sorti un peu en même temps que 120 battements par minute, voilà. Donc qui se passe dans les années 90, et on suit une jeune fille qui a un groupe d'amis, il y en a deux notamment qui sont gays, qui sont ensemble, et bon, il va se trouver qu'ils vont être contaminés et avoir le VIH, et en fait cette fille va s'engager chez ACT UP. Donc il y a toute une partie d'abord très amitié, machin, etc. Et ensuite deuxième partie, engagement et tout. Il se trouve que l'autrice s'est très renseignée. J'ai cru comprendre en fait que c'était une ancienne militante de chez ACT UP. Donc voilà, c'est vraiment très très bien, et pour le coup qui aborde la question du VIH voilà, de façon assez, enfin voilà, je trouve assez bien. Ensuite Patrick Ness, qui est un auteur, alors est-ce qu'il est américain ou anglais, bon, je ne sais plus, en tout cas anglophone, qui est lui-même assez engagé pour les droits LGBT. Donc ça, c'est son dernier livre qui s'appelle Libération, qui est sur un jeune garçon gay qui est out avec ses amis, qui est dans le placard avec ses parents, sa famille est très religieuse, etc. Et bon, ça va être comment il va essayer de se libérer justement de tout ce qu'on calque sur lui, de toutes les attentes que peuvent avoir ses parents. Enfin, c'est très très bien, et ça a l'avantage de... ça présente une sexualité homosexuelle qui est assez décomplexée en fait. J'avais rarement vu ça avec des scènes de sexe qui sont pas forcément très détaillées, mais qui sont, je trouve, assez positives, déculpabilisantes. Les garçons parlent entre eux, enfin voilà, c'est plutôt bien à ce niveau-là. Et voilà, Patrick Ness qui est assez engagé. Par exemple, il y a un des prénoms des personnages de ce roman qui a été vendu aux enchères en fait pour une association, je sais plus si c'était comment elle s'appelle cette asso, Diversity Role Model, voilà, qui lutte contre le harcèlement scolaire. Patrick Ness, il avait fait un autre bouquin dont là j'ai pas le titre, mais que j'avais trouvé super chouette, parce qu'aussi il parlait, c'est pareil, c'était un des personnages secondaires qui était gay, et le personnage principal était ami avec lui. Alors toute l'histoire, c'est une histoire d'invasion de vampires et d'immortels, enfin bon bref. Mais nous on suit pas ça, on suit les mecs d'à côté. C'est le principe de l'histoire. Et en gros, ils ont donc des problèmes de collégiens normaux au milieu de toute cette histoire d'invasion d'immortels. Et c'est super chouette parce que justement, c'est assez rare de voir une amitié. Ils sont ils discutent vachement de ce que c'est l'homosexualité et tout, mais ils sont meilleurs amis. Et il n'y a pas d'ambiguïté, même si le héros dit à un moment je me suis posé la question, on en a discuté, on a rigolé, en fait on n'était pas amoureux et tout, on était juste meilleurs amis et tout. Et c'est plutôt bien abordé dans le bouquin. Ouais, Patrick Ness, trop cool. Bon, ensuite, bien sûr, Ciel de Sophie Labelle qui est sorti, qui a un côté quand même assez pédagogique, qui
parfois, je trouve, prend un peu le pas sur l'histoire, mais bon, c'est dans la continuité de ce que fait Sophie Labelle de façon générale. Ensuite, français. Dysfonctionnel d'Alexandre, qui est absolument excellent, qui est sur une famille un peu avec beaucoup d'enfants, une famille mixte. Le père, je sais plus, je sais plus de quel pays au Maghreb il vient. Il est kabyle, non voilà, pardon. Le père est kabyle, la mère est juive polonaise. Donc c'est une très grande famille, ils ont tous des caractères un peu exacerbés, il y a un côté un peu, je sais pas, 7 à la maison, ils sont tous, enfin voilà. Et du coup l'héroïne fidèle découvre qu'elle est, alors c'est pas dit si elle est lesbienne, mais en tout cas bon, elle est à fond sur les meufs, elle a diverses aventures, on la voit grandir. Et bon, elle a un amour qui finit bien, en l'occurrence, avec une fille. Et enfin voilà, c'est très très cool. Aux éditions Remue Ménage, qui est une maison d'édition québécoise. Du coup, il y a La fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker, qui est un petit roman jeunesse lesbien. Sur une fille qui tombe amoureuse et il y a un déménagement et du coup c'est un peu dramatique, mais elle se retrouve à la fin et tout est bien qui finit bien, enfin voilà. Et mon petit chouchou, Kate Clark, que j'adore et qui fait beaucoup de bouquins avec des lesbiennes, des bisexuels. En veux-tu, en voilà, dans des thrillers, donc c'est rarement le sujet principal. Et en fait, elle écrit beaucoup pour les 14, 18 et plus. Et là, en fait, elle a écrit un bouquin qui est à partir de 10 ans, qui est paru chez Air Jeunesse, qui s'appelle Opération Pantalon, qui est sur un jeune garçon trans, l'un des rares garçons trans que j'ai vu dans la littérature traduite en français, qui se retrouve au collège avec un uniforme, et sauf que dans l'uniforme, il y a la jupe, donc c'est la merde. Ce garçon, il a 2 mamans, ce qui fait qu'il y a des tas de moments en fait où il se pose des questions de coming out. Il est là, mais si jamais je dis que je suis un garçon trans, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est mes mamans qui vont mal élever, et donc ces questions-là en fait sont posées. Et en plus, il se trouve que son meilleur ami, on découvre au cours de l'histoire qu'il a un handicap. Et c'est vrai que on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais la représentation du coup des personnes handicapées, malades chroniques, etc. En littérature jeunesse est au néant. Donc là, ça fait un peu du bien d'avoir ça dans la littérature jeunesse. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir ouvrir aux questions, au débat, si vous avez des choses à dire. Silence total. Ou si pas du tout, sinon je peux trouver des questions. Mais... Ouais. C'était par rapport, pas vraiment à des choses qui seraient être canon, mais plus à des... C'est-à-dire que, à quel point est-ce que les auteurs et les éditeurs peuvent essayer de se dédouaner en parlant de lecture particulière qu'on peut avoir d'un personnage au sein d'une œuvre. Les choses qui ne sont pas dites spécifiquement. Alors là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le personnage d'Ophélie dans La Passe Miroir, qui a une lecture asexuelle qui est quand même relativement visible, mais c'est jamais clairement dit, c'est pas traité, c'est même... Ça peut être contredit par certaines choses dans les romans. Et je me demande à quel point est-ce que des grands éditeurs peuvent se cacher derrière ça et mettre ça en avant. Et je pense plus à des éditeurs qu'à des auteurs, parce que les auteurs, après, ils écrivent leurs trucs un peu comme... Des trucs un peu crypto, quoi. On est très dans le crypto, le crypto c'est super, ça met tout le monde d'accord. C'est ce qu'on appelle le queerbaiting en fait. Dont je veux dire les éditeurs autant que les diffuseurs, les showrunners sont friands. En fait, c'est pratique de pas. Donc, est-ce que tu peux peut-être expliquer le queerbaiting Oui, le queerbaiting, c'est exactement ça. C'est le fait de nous vendre une relation LGBT, que ce soit un amour gay. Là, je pense par exemple, il y en a des tonnes, mais. Récemment regardé pour me mettre à jour dans mes trucs d'ado Yuri on Ice et alors là c'est le plus queerbaiting jamais, c'est à dire que pendant toute la série on nous vend vraiment l'amour des 2 Yuri
Et en fait, à la fin, bon, ils se font un câlin, quoi. Et on est un peu déçus, quand même. Et on s'y attendait, mais on est un peu déçus. Bah, c'est ça, le queerbaiting. Et évidemment que c'est pratique, parce que en plus, ils se posent des questions de traduction. C'est-à-dire qu'en fonction des pays dans lesquels on va, il y a des choses qui sont autorisées ou pas. Donc en France, c'est autorisé, par exemple, d'être une personne LGBT légalement. Moyen, mais bon voilà. Par exemple, je pense au bouquin de Clémentine Beauvais, merde, je sais plus comment il s'appelle, où il y a à la fin deux petites nénettes qui se marient. C'est complètement coïncidental à l'histoire, ça n'a pas de sens, mais elle m'a raconté, là, Clémentine, récemment, que son bouquin venait d'être traduit en Turquie et qu'ils avaient changé la traduction. Donc en fait, ça n'a aucun sens parce qu'il y a ce mariage, mais ils ont fait comme si elles assistaient au mariage. On comprend rien, du coup, je me disais, c'est absurde cette traduction turque de mon livre. Effectivement, c'est plus simple de vendre un livre à l'international s'il n'y a pas ces changements à faire en fait. Si dans un pays on peut accentuer la relation parce que c'est ok, voire ça va bien vendre, et dans un autre pays on peut être là, oh là là, ils étaient potes depuis le début, ou comme tu l'as dit, Dale devient il et voilà, on est tranquille quoi. Donc si dès le début en fait ça avait été il, ça aurait été encore mieux. Voilà, donc je pense... Après, moi, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des auteurs de certains sujets et bon, voilà, parce qu'on peut pas tout savoir. Enfin, voilà, pour le coup, il y a, enfin, moi, ça me fait penser un peu à enfin, il y a effectivement le cas d'Ophélie dans La Papille Miroir ou aussi au Fou dans L'Assassin Royal. Enfin, c'est typiquement des personnages qui sont réappropriés par les communautés queer, etc. C'est là où je pense qu'il y a vraiment un rôle de l'auteur, surtout à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet et tout, en fait, de prendre en compte les retours, parce qu'effectivement, tu as créé le personnage, par exemple, d'Ophélie dans le cas de La Papille Miroir, qui peut être interprété comme asexuel, etc. Et je pense qu'il y a... Enfin, le rôle de l'auteur, c'est aussi d'aller voir un peu quels sont les retours, et ensuite, éventuellement, effectivement, on peut ne pas y avoir pensé, et du coup, soit d'essayer de se dire, bon, bah, du coup, peut-être que je vais aller plus me renseigner pour accentuer ce trait-là, ou au contraire, partir dans une autre direction, etc. Ouais, enfin, un effort de renseignement là-dessus, et puis, surtout quand on est sur des séries, où du coup, c'est pas un tome tout seul, et du coup, il y aura plus jamais rien, mais du coup, de le prendre en compte ou pas, et d'ensuite essayer de faire quelque chose de tout ça. Mais pour le coup, je pense que dans le cas d'Ophélie de La Papille Miroir, c'est clairement quelque chose qui a peut-être pas été envisagé par l'auteur, qui a, je pense, jamais venu aux oreilles de l'éditeur. Et voilà, du coup, ouais. Je sais pas si ça répond totalement à la question. Mais... du coup, il y a un truc que je voulais ajouter sur ce que toutes les listes que tu fais sur la réalité du marché du livre, etc. Je pensais à deux aspects qui... du coup, je vais encore plus rajouter sur le déprimant, mais je pensais à deux aspects qui rajoutent à la contrainte. C'est moi, je suis illustratrice. Pour l'instant, j'ai surtout fait pour la presse adulte, mais quand on travaille pour la presse jeunesse, les magazines pour enfants, c'est considéré comme un équivalent de les mettre devant la télé. Enfin, on a eu une directrice artistique qui est venue faire un workshop quand j'étais encore à l'école, et c'était vraiment ça, c'est-à-dire c'est faire des histoires les plus lisses possibles, et il faut surtout pas que le gamin il vienne voir son parent avec des questions sur le bouquin qu'il a lu en fait. Parce que les parents, quand ils payent un abonnement, ils veulent être sûrs que le gamin il va se tenir tranquille avec son bouquin. Enfin, je sais plus, c'était une directrice artistique de chez c'était Pomme d'Api, des choses comme ça. Et on n'est pas dans le disruptif. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Bayard, ouais, Pomme d'Api Soleil, tout ça. C'est un peu chrétien. Donc ouais, il y avait cet aspect-là, jusqu'à lycée même, des trucs qui n'étaient pas polémiques du tout. Enfin, elle nous avait montré les processus créatifs et tout. Il y avait une gamine qui était un peu... Enfin, c'est l'histoire d'une gamine qui faisait plein de bêtises, et les croquis préparatoires, c'était... les propositions d'illustratrices, c'était... une gamine un peu sauvage avec les cheveux en pétard et tout, et puis à la fin le produit fini c'était une gamine blonde avec des couettes et puis une robe quoi, et c'était un peu triste.
on trouvait tous que c'était artistiquement super intéressant avant que le directeur artistique donne des consignes. Il faut vraiment, et même au niveau de la lisibilité des images et tout, il faut vraiment que tout soit immédiat. Et je pensais à ça parce que tu parlais de mettre dans une scène, tu sais, dans les cahiers de jeu, les trucs comme ça, ouais, tu serais tenté dans une scène de foule de mettre un couple, mais ils regardent ces trucs-là, ils sont là, genre, enfin moi j'ai une amie, on lui a dit, les chevilles de votre petite fille sont trop grosses. Enfin, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, quoi, enfin... Ah bah oui, je me suis rendu compte en parlant avec mon illustratrice qu'ils lui avaient fait, enfin dans un de mes romans qui s'appelle Sous-sol exactement, l'héroïne qui parle, elle est diabétique et elle est dans une phase de sa maladie où elle est grosse et donc elle en parle, elle le dit, les mots et tout. Et en fait mon illustratrice au bout d'un moment m'a dit tu sais Anne-Fleur que j'ai eu un brief pour faire maigrir le cou de ton personnage et parce que c'est un roman qui est quand même très illustré. Ouais. Donc si elle me l'avait pas dit, je m'en serais certainement pas aperçue parce que c'est des trucs difficiles à remarquer quand on fait pas de la partie, mais ça m'étonne pas que ça touche aussi l'illustration et pas seulement la création de texte, quoi. Puis il y a un truc qu'il y a beaucoup quand on est auteur jeunesse, quand on fait de l'album notamment, et je pense que toi aussi tu dois connaître cet aspect-là, c'est que on n'est pas payé grand-chose en avance sur droit pour les bouquins. Si on fait un succès, peut-être on touche des droits d'auteur, mais c'est assez rare, enfin ça dépend, enfin, voilà, c'est vraiment la loterie, quoi. Et du coup, une grosse partie des revenus résultant d'un livre quand on est auteur jeunesse, c'est de faire des ateliers avec des scolaires en fait. Et du coup, pareil, j'imagine qu'il y a un polissage à ce niveau-là pour pas qu'on fasse avocat du diable. Enfin, qu'est-ce que je raconte pour pas qu'on. Enfin. Peut-être c'est un niveau de polissage du contenu jeunesse supplémentaire parce qu'on sait qu'après les auteurs vont faire des interventions et tout. Oui, je sais pas. De toute façon, on s'adresse à la jeunesse, donc on est dans le polissage total, quoi. Il faudrait pas que ça dépasse. Ce que tu disais sur les cheveux, c'était intéressant. Hein. C'est la même chose pour les Disney. Rebelle, c'était le premier personnage avec des cheveux bouclés. Et donc, de par son nom, on l'a compris, elle est rebelle, quoi. Et les créateurs du design de Rebelle disaient oui, mais c'est parce qu'avant on savait pas le faire, c'est extrêmement compliqué à animer en fait des cheveux bouclés. Et mais en fait avant c'était pas du tout la même animation. Donc bon. Oui, ils ont bien vendu, ils l'ont survendu sur les cheveux bouclés d'ailleurs. En anglais il s'appelle Tingle, il s'appelle cheveux frisés en anglais. Non, tu confonds avec. Réponse, c'est C'est réponse. Ça s'appelle Tangled. Oui, c'est vrai. C'est Brave en anglais. Ouais, c'est devenu rebelle. C'est intéressant. Bon bah on va s'arrêter là, je pense. Merci à tous d'avoir été ici. Enfin, si vous avez des questions un peu.